bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur la situation à Aulnay-sous-Bois. Le maire a appelé au calme après les premières conclusions de l'IGPN. La police des polices contredit la thèse de Théo et nie l'intention de viol tout en reconnaissant toutefois la gravité des faits. La famille du jeune homme réaffirme ce soir sa confiance en la justice. Sur cette affaire, le regard de jeunes responsables politiques et associatifs, ces paroles de jeunes à suivre. Encore un chapitre dans le feuilleton Fillon. Ses avocats mettent en cause l'impartialité du parquet financier. Cette offensive intervient alors que 2 des enfants du couple ont été entendus aujourd'hui. Et pendant ce temps, le candidat Les Républicains poursuit sa campagne et se défend d'avoir enfreint la loi. Alors que penser de cette contre-offensive politique et judiciaire? Sur ce sujet, le match des idées opposera tout à l'heure le journaliste Bruno Roger-Petit à Olivier Babot de la Fondation Concorde. Enfin, l'entretien, mon invité a été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme sur ce qu'il pense comme une menace imminente ou déjà présente, le déclin de la France. Historien, économiste, avocat, auteur de nombreux ouvrages, Nicolas Bavray publie Chronique du déni français, un constat et surtout un appel au sursaut national. Le grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre, le hashtag OVPL pour vos réactions. Et avant d'accueillir mes premiers invités, tout de suite, le tour d'horizon de l'actualité du jour. Une explosion s'est produite ce matin dans la salle des machines de la centrale nucléaire de Flamanville, sans faire de blessés graves. Elle a été vite maîtrisée, mais conformément à la procédure, l'un des réacteurs a été stoppé. Pas de risque nucléaire, mais l'incident relance le débat sur la sécurité des installations nucléaires. Je ne suis pas catastrophiste, ça rappelle simplement que le risque existe dans les centrales nucléaires. Et a priori, on dit que c'est des gains électriques, mais ça sera à l'ASN de vérifier tout cela. Mais ça dit probablement aussi le vieillissement des centrales nucléaires françaises. Ça, c'est un point qui passe un petit peu sous silence. C'est-à-dire que ce parc est ancien aujourd'hui et on voit des micro-incidents ou des incidents plus importants se multiplier. Économie. Il me semble qu'un certain nombre de propos de certains candidats, ils se reconnaîtront, qui annonçaient en 2017 un déficit autour de 4,7%, certes, sur ce point aussi, ils sont revenus en arrière, comme sur d'autres points, ont probablement alerté un certain nombre d'acteurs des marchés financiers. Mais nos objectifs ont été tenus depuis 2 ans et nous serons au mois de mars qu'en 2016, ils seront tenus. Rendez-vous le 15 mars. Emmanuel Macron. Il faut qu'Emmanuel Macron clarifie ses liens avec la finance internationale. Vous lui posez clairement la question ? Je demande à Emmanuel Macron de s'expliquer sur ses financements. Je souhaite qu'Emmanuel Macron publie la liste de ses donateurs. J'ai proposé de le faire pour les grosses sommes, pas pour 10 euros ou 20 euros, mais au-dessus de 1000 euros. J'estime que Emmanuel Macron ne pourra pas non plus aller à la présidentielle comme ça, sans publier la liste de ses donateurs. Et je remarque que M. Hamon lui a demandé, je ne suis pas le seul. Et qui connaît Emmanuel Macron sait bien que le favoritisme, ça n'est pas sa pratique politique quotidienne. Et que s'il a favorisé, ce sont les entreprises de ce pays. L'investissement... Il n'y a pas eu conflit d'intérêt. Bien entendu, jamais. Vous savez, on a déjà parlé des frais de bouche, on a déjà parlé d'autres sujets sur lesquels il a répondu avec beaucoup de transparence, beaucoup de fermeté. Et je crois que dans ce genre d'attaque, il faut les regarder pour ce qu'elles sont, venant d'une extrême droite aujourd'hui agressive, qui ne supporte pas de voir les idées que porte Emmanuel Macron. Ça vient de l'extrême droite. Je pense que ça vient des idées qui sont près de l'extrême droite, bien entendu. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était ce matin l'invité de l'ONG WWF, l'occasion pour le candidat de verdir un programme qui se fait attendre. Il s'est dit prêt à réduire la part du nucléaire sans promettre pour autant d'atteindre son objectif. D'abord, je n'ai pas une position conservatrice sur le nucléaire, j'ai une position réaliste. Une transition, c'est volontariste, mais si j'étais conservateur, je vous dirais on maintient 75%. Événement. Il y a 50 ans, la loi Neuwirth permettait aux femmes et aux couples d'accéder à la contraception. À l'occasion de cet anniversaire, un hommage a été rendu à son auteur, qui fut sénateur de la Loire jusqu'en 2001. Un timbre à son effigie sera en vente au Sénat. La contraception est aujourd'hui un droit en France, mais un droit en danger au vu du contexte international.
Et ces mouvements que l'on voit aux États-Unis, ils sont aussi présents en Europe. On a bien vu toutes les difficultés qu'il y a eu en Pologne, les difficultés que rencontrent les Irlandaises, le retrait de la loi en Espagne. Et je pense qu'on doit vraiment aujourd'hui être très très vigilante sur ces droits qui sont menacés, comme si la liberté des femmes continuait toujours à déranger. Travailler pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pas une mince affaire et c'est un job à temps plein encore pour longtemps, je pense. Sécurité. Dès cet automne, la Tour Eiffel sera protégée par un mur de verre. Un mur de 2,50 m de haut qui s'élèvera autour de la Dame de Fer dans le cadre d'un dispositif permanent, élargi et plus esthétique pour renforcer la sécurité du monument. Et comme tous les jeudis, c'est Paroles de jeunes. La parole est donnée à de jeunes responsables politiques et associatifs. Leur regard sur cette campagne présidentielle, sur les sujets dans l'actualité. 3 thèmes au menu de ce Paroles de jeunes. Dans l'affaire Théo, les premières, je dis bien conclusions de la police des polices évoquent un geste non intentionnel, sans rien nier de sa gravité. En attendant, l'enquête se poursuit. Et plus largement, de quoi cette affaire est-elle le révélateur? Et puis, cette question ce soir, la transparence, jusqu'où dans cette campagne présidentielle, tout dire, tout montrer, mais sur quels critères va-t-on finalement établir notre choix pour cette campagne? Enfin, pensez-vous que la présidentielle soit en quelque sorte prise en otage en ce moment par les affaires, les polémiques et les attaques? Alors pour évoquer tous ces sujets, voici nos invités. Benjamin Luquin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, président du mouvement des jeunes socialistes. Nous accompagne ce soir, bienvenue à vous, Diane Zetoun. Bonsoir. Responsable départemental des jeunes républicains des Hauts-de-Seine. À vos côtés, David Rodriguez. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire départemental du Front National Jeunesse et également un nouveau venu en notre compagnie. Bienvenue et bonsoir. Guénoël Fournet. Bonsoir. Coordinateur national au mouvement des jeunes communistes français. Alors, madame, messieurs, 2 versions s'opposent dans l'affaire Théo. Les premières conclusions de l'IGPN, où la police des polices affirme, c'est sa version, que le geste était non intentionnel, qu'il n'y avait pas de volonté de viol sur le jeune homme. Le maire d'Aulnay-sous-Bois lance un appel au calme ce soir et confirme que la tension est palpable. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, les faits avec Julie Hulin. Un accident et non un geste intentionnel. Ce sont les premières conclusions de l'enquête menée par l'inspection générale de la police nationale. Un rapport préliminaire transmis à la justice dimanche et rendu public ce matin. La police des polices qui ne remet pas en cause la gravité des faits, mais estime pour l'instant que la pénétration était non intentionnelle et accidentelle. Des conclusions abondamment commentées pendant que le maire d'Aulnay-sous-Bois appelle à l'apaisement, tout comme le ministre de l'Intérieur. Appelons chacun au fonctionnement normal de la justice plutôt que d'utiliser les uns après les autres des qualificatifs qui ne font qu'exacerber les tensions. Il n'y a dans nos quartiers, comme nulle part ailleurs de notre République, de place pour ceux qui agressent les symboles de la République que sont les personnes dépositaires de l'autorité, de la même façon qu'il n'y a aucune place pour ceux qui ne respecteraient pas les valeurs de la République dans la façon dont ils mènent leur travail et l'autorité que nous leur avons confiée. Si plusieurs véhicules ont encore été incendiés hier soir en Seine-Saint-Denis, la nuit a été plus calme que les précédentes. 28 personnes ont tout de même été interpellées dans le département pour violence urbaine. Et avant de parler de la tournure politique prise par cette affaire, première question générale, quelle est votre réaction, Benjamin Luquin, depuis quelques jours et après ces premières conclusions aujourd'hui de l'IGPN, en sachant que l'enquête se poursuit bien sûr? Cette affaire, elle prend trip, elle est bouleversante, parce qu'elle intervient aussi après d'autres. Je ne rappellerai pas la mort de Rémi Fraisse, qui s'est passée au moment des manifestations contre la loi travail. Ces violences policières qui existent, qui sont une réalité, qui est trop souvent niée dans le débat politique aujourd'hui, qui ne sont pas assez sévèrement réprimées et prévenues. Moi, je crois qu'il y a beaucoup à faire aujourd'hui pour lutter davantage contre les discriminations, pour lutter davantage contre les violences policières. Enfin, on a un jeune homme qui a été sauvagement agressé et que cette situation, elle crée, oui, un climat de tension énorme. Et donc, il faut que la réponse de la justice, elle soit à la hauteur du drame humain, d'abord, pour ce jeune homme, pour ce jeune Théo et sa famille, mais aussi pour le symbole que cela représente pour des milliers de jeunes qui, aujourd'hui, ne se sentent pas protégés par la police, qui n'ont pas confiance dans les forces de l'ordre, qui, pour l'immense majorité d'entre elles, font un travail remarquable au service de la République. Mais aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ont peur de la police. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter dans notre démocratie.
David Rodriguez, vous trouvez que le discours est équilibré de Benjamin Lucas? Évidemment, ne pas jeter l'opprobre sur la police, mais rappeler évidemment ce qu'a subi ce jeune homme. Moi, je pense que c'est une bonne réaction de Benjamin là-dessus. C'est pas celle de Marine Le Pen, non? Si, Marine Le Pen a rappelé. Non, elle a refusé de condamner Marine Le Pen. Benjamin, laisse-moi terminer. Commence pas. La première chose qu'a dit Marine Le Pen, c'est qu'il y a, moi je suis juriste, j'y suis attaché, elle est avocate, la question de la présomption d'innocence. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'elle applique à géométrie extrêmement variable quand même. Benjamin, s'il te plaît, vous allez y arriver. Allez-y. Et par contre, la deuxième chose qu'elle a langage de vérité, ça fait du bien. Oh, t'es lourd. La deuxième chose qu'elle a pu dire, c'est que s'il y a eu effectivement violence et que c'est la justice qui en décide et que effectivement il y a eu ces violences, ils devront être condamnés à la hauteur. T'as vu ce jeune sur son lit d'hôpital? S'il y a eu violence, ils devront être condamnés à la hauteur de ce qu'ils représentent. Ils sont dépositaires de la force publique. S'ils ont sali l'uniforme en se comportant comme ça, s'ils ont sali l'uniforme en se comportant vraiment comme ça, eh bien ils devront être condamnés plus qu'un citoyen lambda. C'est clair. Voilà, ça c'est la chose. Mais présomption d'innocence jusque-là, Benjamin. Double discours. Présomption d'innocence, Benjamin. J'ai entendu la première fois. Déjà, je voudrais saluer la réaction du maire LR de Bruno Béchiza, ainsi que la réaction de la famille de Théo qui ont appelé au calme. Alors effectivement, les faits qui sont reprochés et l'agression de Théo est extrêmement touchante. C'est une affaire qui mérite d'être réglée rapidement. Et effectivement, les faits qui sont reprochés méritent une enquête profonde. Et c'est pour ça qu'il faut laisser dans un premier temps la justice faire son travail. Je rappelle que effectivement, les premières conclusions ont été tirées aujourd'hui, sauf que la vidéosurveillance doit encore être vue par le juge d'instruction, donc il faut laisser la justice faire son travail. Et effectivement, la famille de Théo, s'il vous plaît, en appelant au calme, a également répondu qu'eux-mêmes attendaient les conclusions de la justice et qu'ils voulaient que la justice se prononce. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas utiliser cette affaire pour stigmatiser les forces de l'ordre qui font un boulot absolument formidable et courageux, surtout en état d'urgence dans lequel nous nous trouvons actuellement. Je rappelle qu'il y a eu un militaire qui a été agressé il y a quelques jours, encore au musée du Louvre. Donc il ne faut pas utiliser cette affaire pour stigmatiser nos forces de l'ordre. Alors, vous nous direz qui, selon vous, stigmatise? Guénolé, Fournet, votre réaction, votre avis également? D'abord, je pense qu'il faut profiter de parler de cette affaire pour d'abord souhaiter un bon rétablissement à Théo, force à lui, et puis à sa famille et aux autres familles aussi. Je pense qu'il y a énormément de familles, je pense à la famille Traoré, aux familles de Ziad Ebouna, les familles Bentoussi, Ali Ziri, etc., qui se battent pour des combats de justice et de vérité avec un respect, je pense qu'on leur doit énorme depuis le temps qu'ils se battent et ils le démontrent à chaque fois. Je pense que si on veut parler de ces violences, ce qui s'est passé, sans être dans la récupération ou sans quoi que ce soit, il faut parler du contexte dans lequel elles se déroulent. Le contexte dans lequel elles se déroulent, c'est un contexte de racisme, un contexte de mépris pour les quartiers populaires. Non mais excuse-moi, je crois que je t'ai laissé parler, donc c'est bon, laisse-moi finir. Ça va continuer. Peut-être que sur ces... Je voudrais continuer un petit peu. Des faits graves. Attendez, c'est moi qui mène le débat. On va attendre peut-être la fin de l'enquête. Moi, je voudrais vraiment avoir, et c'est important parce que vous êtes de jeunes responsables, ou politiques, ou associatifs, votre regard sur cette affaire, la manière dont les politiques, vos aînés, s'en sont saisis. Au-delà de la qualification des faits, on va laisser vraiment ce travail-là à la justice, comme ça... Mais sans parler de qualifier les faits, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans un contexte de contrôle permanent, de violence dans les quartiers populaires, ou même quand on est dans des situations de manifestation où on se fait réprimer, tirer dessus au flashball pour faire entendre ses droits. Notre génération, elle grandit avec une défiance vis-à-vis des forces de l'ordre qui est imposée par les faits. On ne se lève pas le matin en se disant qu'on est défiant vis-à-vis de la police. Est-ce qui devrait Vous êtes originaire de Seine-Saint-Denis? Oui, c'est ça. Et ce qui devrait corriger ça, c'est ça te fait rire visiblement. Mais je suis du Val d'Oise, c'est pour ça que si tu veux, les quartiers populaires... On va mener un débat structuré, chacun va pouvoir parler. Sa biographie m'intéresse beaucoup, mais je pense qu'on verra ça après. Pour terminer juste, je pense que la justice qui devrait corriger tout ça, justement, cette défiance vis-à-vis de la police, qui pourrait le faire, elle ne le fait pas. Parce qu'elle acquitte des policiers dans l'affaire de Ziad Ebouna. Parce qu'elle condamne des syndicalistes, par exemple, à de la prison ferme, alors qu'elle laisse courir des Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup d'affaires, et quand on les mélange, c'est compliqué. Moi, je voulais vous demander... Pour terminer, je voudrais juste dire un truc, s'il vous plaît, c'est que depuis beaucoup de temps, on entend sur tous les plateaux télé, tout le monde appeler au calme, à la paix, etc. La première pierre du calme, aujourd'hui, ce sera la justice. Et tant qu'il n'y aura pas cette justice, il ne pourra pas y avoir un c'est ce que vous dites tous. Moi, je voudrais vous demander aussi, et vous faire réagir sur la tournure politique de cette affaire. Quelle est votre réaction de manière générale? On va refaire le tour de table. Benjamin Lucas, il y a quand même eu beaucoup de prises de position. Vous n'êtes pas d'accord avec certaines, on l'a remarqué, notamment celle de Marine Le Pen. Mais est-ce qu'il est légitime que des candidats qui sont en campagne présidentielle interviennent en ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hystérie? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu laisser cette affaire, évidemment, et le cours de la justice se poursuivre tranquillement? Mais
C'est un sujet extrêmement politique. La question aujourd'hui de la violence policière quand elle existe, la question des discriminations, la question du racisme, la question effectivement de ce qu'évoquait Guénolé sur la façon dont on parle aujourd'hui, dont on traite les quartiers populaires dans notre pays. Ce sont des sujets très politiques et c'est normal que ce soit au cœur de cette élection présidentielle. Vous voyez la différence de la politique et la récupération politicienne, c'est ma question. Quand Marine Le Pen est à presque 30% des voix au premier tour de l'élection présidentielle, oui, la question du racisme, elle se pose dans l'élection présidentielle. C'est quoi le rapport entre Marine Le Pen et le racisme? Je constate que dès qu'on parle de racisme, tu bondis. Benjamin, mais arrête un petit peu, c'est ridicule. Je constate quand même souvent... C'est-à-dire que 3 Français sur 10 sont racistes, je voudrais vraiment vous ramener sur le fond. C'est pas ce que j'ai dit. Benjamin Lucas, David Rodriguez, s'il vous plaît. Ses soutiens sont racistes, oui. Attendez. S'il vous plaît, on va essayer de mener. Mais vous allez vous défendre. On va essayer de mener ce débat. Messieurs, s'il vous plaît. Pour des violences policières aussi, des gens comme vous, dans tout Paris, on fait en sorte que la police. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Je vais vous rappeler les règles. Bien sûr, excusez-moi. C'est d'abord de m'écouter et ensuite de répondre. Si vous voulez revenir, c'est une règle importante pour les téléspectateurs. Non, mettez-vous à mon diapason, c'est mieux. Benjamin Lucas, je vous ai posé la question parce qu'entre la politique et la récupération politicienne, c'est souvent un chemin de crête. On a vu que le président de la République s'est rendu sur place. Vous estimez que le geste est légitime, qu'il était important d'appeler au calme à ce moment-là? Dès qu'un sujet préoccupe les Français, il est un sujet politique. Moi, j'appelle pas ça de la récupération politicienne quand des responsables politiques, dans un fait qui marque, et je disais, moi, il m'a pris au trip comme il prend au trip beaucoup de nos compatriotes, il est normal que des gens qui sont candidats à l'élection présidentielle, qui aspirent à présider ou destiner notre pays, donnent leurs sentiments, leur avis et apportent des réponses politiques, encore une fois. Et il faut aussi qu'il y ait un débat sur ces sujets. Enfin, ce ne sont pas des petits sujets, quand même. À travers la vie de ce jeune homme, ce sont des centaines de vies, des centaines de jeunes qui ont peur aujourd'hui de la police, centaines de jeunes qui se sentent discriminés. C'est l'état de notre société qui est en question. Et donc on peut pas interdire aux candidats à l'élection présidentielle de parler des sujets qui aujourd'hui préoccupent nos compatriotes. Vous dites des centaines de jeunes qui ont peur de la police et Diane Zetoun aussi, une police qui ne peut pas avoir accès, on va en parler parce qu'il faut être équilibré aussi dans le débat et parler des différentes situations, qui ne peut pas avoir accès à certains quartiers, qui a également, je ne vais pas employer le mot peur pour y aller, mais en tous les cas qui doit être souvent en renfort pour pouvoir entrer sur certains pans de notre territoire. Il faut avoir cette position équilibrée aujourd'hui pour comprendre et pouvoir juger de cette situation. Bien sûr, alors vraiment je voudrais rappeler que l'agression de Théo et les faits qui sont reprochés sont extrêmement graves. D'ailleurs je rejoins l'avis de Guénolé, on souhaite un bon rétablissement à Théo. Maintenant il faut quand même admettre qu'effectivement il y a des policiers qui ne peuvent plus rentrer dans certains quartiers. On ne donne plus les moyens aux policiers de pouvoir faire leur travail et qui plus est, on ne donne pas les moyens aux maires d'assurer la sécurité dans leur commune. Et c'est important de le souligner. Qui est-ce qui a supprimé des milliers de postes de fonctionnaires de police dans son quinquennat? C'est pas la gauche, c'est la droite. Effectivement, qui a rétabli des postes de policiers, des postes dans la justice? Recruter des policiers pour ne pas les former, à quoi ça sert? Aujourd'hui, 85% du budget de la sécurité, c'est lié à des dépenses de personnel. Donc il faut investir dans un grand plan de formation des policiers. Aujourd'hui, assurer la sécurité sur tous les territoires. Il faut également investir dans un plan de modernisation pour que les policiers puissent avoir les équipements adéquats au niveau technique, au niveau scientifique, au niveau informatique. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les policiers n'ont pas les moyens de faire leur boulot puisque les budgets sont réduits. Et on constate que les maires ne peuvent pas faire le travail de sécurité correctement dans leur commune parce qu'on leur baisse. On leur baisse effectivement les dotations de l'État. Ça vous en est responsable un petit peu quand même. Alors il y a les effectifs, il y a le nombre, il y a la quantité, et puis il y a un point important quand même, je voudrais vous faire réagir là-dessus, David Rodriguez, c'est la formation des policiers, souvent des jeunes policiers qui sont sur le terrain. Probablement, c'est peut-être le cas de cette unité, mais ça, on ne va pas en juger. C'est un point important. On l'entend peu dans la campagne. Est-ce que ce n'est pas là les leçons à tirer également de ce dramatique épisode ? Bien sûr, si. Non, mais la formation est une vraie question, et notamment à évoluer dans des milieux comme ceux de la banlieue parisienne qui sont extrêmement compliqués. Néanmoins, il faudrait quand même rappeler les faits. On arrive dans un quartier, effectivement, à Aulnay, qui a pris l'habitude de s'enflammer au moindre problème. Ça, c'est un vrai souci. Et par ailleurs, on a quand même un garçon, effectivement, qui est bien malheureux de la violence qu'il a pu subir. Néanmoins, il s'est soustrait aux forces de l'ordre, puisqu'il y a eu, il ne s'est pas laissé menotter par la police. Ça, je vous le redis, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on va laisser la justice vraiment démêler cette affaire. Vous êtes là. C'est possible de parler comme ça, dire que c'est regrettable, et après on trouve des explications, on trouve des justifications. Benjamin, prenons autre chose. Néanmoins, on parlait de l'affaire Zied Bouna. Je vous rappelle que les policiers ont été blanchis dans l'affaire Zied Bouna. Donc on se trouve dans une situation où la justice explique que ces policiers n'avaient rien à faire dans la meurtre de ces deux jeunes hommes, et c'était très regrettable. Je peux te dire que nous, on l'a vécu vraiment d'une manière violente. Néanmoins, les policiers ont été blanchis. Beaucoup touché vu comment tu parles de Théo, vraiment. Oui. Et laissons faire la justice. Et la justice, elle a blanchi les policiers. Ça se trouve, dans 3 ans,
ce serait que le vrai sujet, et vous le connaissez bien, c'est pour ça que je voudrais que vous en parliez, c'est vraiment les relations entre la police et les habitants. Une partie de la jeunesse, vous l'avez dit, et il ne faut pas évidemment ni stigmatiser, ni jeter l'opprobre, mais il y a une vraie opposition, un vrai antagonisme. Alors, les torts sont probablement partagés, c'est pas la question, mais comment faire pour améliorer cela? Est-ce que vous entendez aujourd'hui des propositions concrètes après cet épisode-là? Mais bien sûr. Par exemple, dans toutes les affaires qu'on a citées, la question qui revient à chaque fois, c'est celle du contrôle. En fait, aujourd'hui, c'était une promesse de campagne, excuse-moi Benjamin, la mise en place, je la défends, je regrette la mise en place d'un récépissé de contrôle pour les justifier et d'un observatoire ensuite qui permette de voir les jeunes qui se font contrôler plusieurs fois, sur quel motif, etc. Ça permettrait déjà de faire la lumière sur les pratiques de la police dans nos quartiers. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on parlait tout à l'heure de la formation, les BST, les brigades dont Théo a été victime. C'est des brigades qui ont été créées par Nicolas Sarkozy, soutenues par Brice Hortefeux, qui ont remplacé la police de proximité. Donc la formation a changé, le rapport avec la population a changé. C'est-à-dire que cette police qui devait symboliser la République dans les quartiers, alors que ces quartiers étaient déjà abandonnés de toute la République, avec la fin des services publics, avec un accès au transport qui était limité, avec la fermeture de tous les espaces d'accueil de proximité pour discuter, etc. Cette police qui devait représenter la République, la police de proximité, elle a été remplacée par des brigades qui devaient être formées pour agir sur ce terrain. Le policier qui a agressé Théo, il avait 4 ans d'ancienneté dans la police. Voilà où on en est aujourd'hui. Ça, c'est l'un des vrais problèmes. Vous êtes d'accord sur ce sujet-là? Je pense qu'il faut replacer les polices de terrain. Et je pense qu'il faut redonner les moyens aux maires de pouvoir assurer la sécurité dans leur commune, que les policiers municipaux soient équipés de la même manière que les policiers nationaux, et effectivement qu'on puisse reconnaître un rôle un petit peu plus prépondérant à la police de proximité. Mais Diane, si les policiers qui agissent sur le terrain sont des policiers municipaux et que les dotations de l'État réduisent, nécessairement il n'y aura pas autant de policiers que c'était la police nationale. Tu vois ce que je veux dire? Donc nécessairement, que ce soit les maires ou la police nationale, il faut plus de moyens dans la police. On est d'accord là-dessus? Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il fallait investir. Et peut-être que tu n'es pas d'accord. Moi, je comprendrais que tu n'es pas la même position que ton parti. Mais les suppressions de postes que vous avez pu faire pendant que vous étiez au pouvoir, c'est quand même un vrai problème, t'en conviendras. Alors effectivement, les suppressions de postes qui ont été faites sous l'ancien mandat, c'est l'ancien mandat. De François Fillon, qui était ministre. On se concentre effectivement sur l'avenir. Et dans le programme de François Fillon, qui ne mentionne pas d'ailleurs qu'il faut, recruter des policiers, il dit qu'il faut aider les policiers. De nouveaux policiers. Il dit qu'il faut aider les policiers à mieux se former. Mais 85% du budget de la sécurité, c'est le personnel. Aujourd'hui, on n'alloue pas les moyens aux policiers pour passer à un autre sujet en disant que le message le plus important, c'est celui qui a été délivré par Théo et sa famille. C'est l'appel au calme ce soir. Le maire calme, il est lié à la justice, vraiment, sinon ça ne marchera pas. Et on l'a bien compris. Le maire Donnet a bien rappelé que les tensions étaient palpables. Merci à vous. Allez, autre question, et je suis sûre qu'elle va vous faire autant réagir. C'est la transparence. Jusqu'où dans cette campagne présidentielle? Tout dire, tout montrer. Mais sur quels critères, au final, est-ce que les citoyens vont juger, jauger et choisir leur candidat? On va écouter sur ce sujet votre candidat Les Républicains. Il était en meeting à Poitiers tout à l'heure et il a parlé de ce sujet, la transparence. Candidat à l'élection présidentielle, on scrute ma vie au laser, cherchant la moindre erreur, la moindre faille, le moindre scoop. On voudrait dans les médias que je sois un saint. Je suis, mes amis, un homme. Je suis un homme qui n'a pas enfreint la loi. Je suis un patriote qui aime son pays, qui lui a donné le maximum de ce qu'il avait au fond de lui-même. Je n'ai rien à cacher. Lundi, j'ai tenu une conférence de presse destinée à répondre point par point, à l'aide des faits et des faits seuls aux accusations. J'ai porté à la connaissance du public l'intégralité de mon patrimoine. La transparence ne me fait pas peur. Et j'attends maintenant que mes concurrents à l'élection présidentielle se montrent aussi clairs que moi. Je vous voyais approuver, Diane Zetoun, vous approuviez la fin de cette offensive, cet argumentaire, c'est-à-dire cette demande de transparence aux autres candidats? Effectivement, puisque François Fillon, aujourd'hui, s'avère être le candidat le plus transparent parmi l'ensemble des candidats à la présidentielle. Puisqu'il a publié sur son site internet sa déclaration de patrimoine et les fiches de paye, effectivement, de son épouse. Combien de candidats à la présidentielle ont publié leur déclaration de patrimoine aujourd'hui? Aucun, à part François Fillon. David Rodriguez, pardonnez-moi, je vous vois sourire et boire du pilé, mais... Parce que je sais très bien ce que vous allez me dire. Parce que vous anticipez mes questions? Oh, peut-être. Vous savez que j'anticipe vos réponses. Vous allez me dire que l'affaire Marine Le Pen n'a rien à voir avec l'affaire Fillon. Vous venez avec vos questions, je reviens avec mes réponses. Alors, évite de citer Georges Marchais devant moi, vraiment, par contre, s'il te plaît. S'il vous plaît, chacun parle. Tu connais sans doute très mal Georges Marchais. Reste tranquille, vraiment. Par contre, la question de... Donc, reprenons la question du Parlement européen, puisque c'est ça dont vous voulez
voulez me parler. La différence qu'il y a entre le cas Fillon et le cas Le Pen, c'est quoi? C'est qu'on reproche à la femme de François Fillon de n'avoir pas travaillé. Ce qu'on reproche aux assistants parlementaires du Front National, c'est d'être à la fois dans l'organigramme du parti et d'être assistant parlementaire. C'est-à-dire qu'on reproche au Front National... qu'ils ont travaillé au Parlement européen. Non, c'est pas ça. C'est qu'on reproche qu'ils soient à la fois militants Front National dans l'organigramme. J'ai envie de vous demander, vous, en tant que jeune responsable politique, si vous prenez un peu de distance, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Même si vous trouvez des circonstances, j'allais dire atténuantes, quel regard vous avez aujourd'hui sur vos aînés, sur cette classe politique, sur des pratiques qui peuvent ne pas être jugées comme illégales, mais qui sont quand même d'un ancien temps? Quel est votre regard? C'est important de le savoir. C'est désolant. Moi, je trouve ça désolant quand on a aujourd'hui une désaffection des classes populaires, des jeunes par rapport aux élections. Je trouve ça désolant. Des choses comme la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP qui a été créée il y a quelques années, a été une bonne chose. Et je pense qu'il faut aller plus loin dans la transparence de la vie publique pour justement envoyer et montrer qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes dans cette ça ne vous démotive pas, Guénolé Fournet, ça ne vous démotive pas quand vous voyez tout cela? Vous êtes un jeune engagé auprès du mouvement des jeunes communistes. Est-ce que vous vous dites finalement tout ça, pour arriver à cela? Oui, surtout tout ça, toute cette primaire, tout ça, parce qu'on a quand même vu sortir 2 candidats, notamment parce qu'ils avaient des casseroles. Il y a quelqu'un qui se présente devant nous en disant « je suis le candidat propre », etc. Résultat, on se retrouve avec des histoires de sommes mais qui ne parlent même pas aux gens, tellement c'est aberrant de voir les sommes qui sont en jeu. Des fois, ça prend toute une vie à travailler, en tout cas moi personnellement, ce serait mon cas, pour réunir ces sommes-là. Et en fait, on vient à chaque fois, et pendant ce temps-là, on ne parle plus des questions de travail, des questions de logement, etc. On parle d'affaires. Alors moi, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas réglé vos problèmes sur ces questions-là, retournez entre vous, retrouvez quelqu'un de propre, emmenez le FN en même temps qui réglera ces histoires de financement de micro-partis et de Parlement européen. Oui, c'est ça. Et revenez après pour avoir le débat. Parce que sérieusement, ça commence vraiment... Après, on se prend la défiance des gens vis-à-vis de la politique, mais vous la créez tous les jours. Le comité d'entreprise d'Air France qui finançait la campagne de Marie-Georges Buffet. Voilà. Le comité d'entreprise qui finançait la campagne de Marie-Georges Buffet. S'il vous plaît. 2002. C'était Robert Hue, le candidat en 2017. Entre chaque parti, d'accord, très bien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la transparence, est un sujet qui s'oppose pour l'ensemble de la classe politique. Et effectivement, François Fillon a indiqué que l'ensemble des faits qui lui sont reprochés sont légaux. Donc aujourd'hui, pourquoi on interdit pas? Moi, je pose la question à vous, jeunes responsables politiques. Je comprends et c'est normal que vous défendiez la ligne de votre parti. Alors, en tant que jeune responsable politique, parce que je suis aussi élue locale à Courbevoie, je rencontre beaucoup de personnes qui effectivement ont une vraie défiance vis-à-vis de la classe politique à cause de ce qu'ils voient dans les médias. Et le statut d'élu local est quand même assez différent, puisque je ne souhaiterais pas que le statut d'élu local soit endommagé à cause de l'ensemble de la politique politicienne qu'on voit dans les médias. Donc, il y a une vraie défiance du politique de la part des Français, et je pense que le débat de la transparence doit être au cœur de notre action politique, surtout nous qui sommes jeunes. Ce débat se pose effectivement. Peut-être que lorsqu'on fait de la politique, il faut être un peu plus transparent sur l'ensemble des activités qu'on fait, que ce soit dans le privé ou que ce soit même dans les personnes qu'on embauche. Effectivement, ce problème de la transparence se pose. Oui, d'abord pour moi il n'y a pas de classe politique, les représentants politiques sont des citoyens qui sont élus pour nous représenter. À ce titre, ils ont un devoir d'exemplarité, y compris sur le plan moral, parce qu'il y a la question légale, il y a la question morale. Sur la question légale, on disait tout à l'heure, laissons faire la justice. Donc moi aussi je dis laissons faire la justice. Je constate, de ce que je lis dans la presse, que M. Fillon a du mal à prouver que son épouse travaillait réellement, en tout cas moi, pour connaître quelques assistants parlementaires. M. Fillon a apporté les preuves nécessaires et la justice est en train d'enquêter. Une assistante parlementaire qui n'a pas de badge à l'Assemblée nationale, qui n'est pas capable de produire des notes, pas de badge à l'Assemblée nationale. Ce débat, je l'ai depuis 15 jours. Donc ma question, selon vous, attendez, je pose l'action, selon vous, les citoyens, de quoi ont-ils besoin vraiment de savoir en conscience pour voter pour un candidat, selon vous? Ils ont besoin effectivement de savoir s'ils ont des gens honnêtes en face d'eux. Et moi je constate effectivement que... Oui, mais c'est quoi avoir des gens honnêtes? Puisque l'ensemble des faits qui sont reprochés à François Fillon sont légaux. Par exemple, François Fillon, il a licencié, donc là aussi ce que je lis est exact, son épouse, juste avant que ne passe la loi qui obligeait à déclarer les noms de ses collaborateurs. Ça n'indique pas une tranquillité avec cette histoire. En tout cas, au moins une honnêteté sur le plan moral, à défaut qu'elle le soit sur le plan légal, qui montre que quand même on ne s'enrichit pas, on n'enrichit pas sa famille avec un mandat qu'on reçoit de ses électeurs. Et moi, c'est pas une simple question de transparence, c'est une véritable question d'enrichissement, mais c'est un travail. Les sommes qui sont évoquées, quand même, le disait Guénolé, je sais pas. Ça va être un leitmotiv de cette émission. Je veux dire, laissez faire la justice, comme ça on va aller sur le fond. Les montants des sommes versées à ses enfants, par exemple, sont quand même énormes. En plus, je pense que c'est moi qui ai eu ça. Non, excusez-moi. Son fils ou sa fille. Pardonnez-moi. Oui, j'ai bien compris. Vous défendez François Fillon, vous attaquez François Fillon. Moi, je vais aller sur le fond, donc je reprends la parole et je vous pose la
question, Guénolé Fournet, selon vous, parce que là on parle d'honnêteté, on parle presque de vertu et de morale. Quel est le critère, selon vous, aujourd'hui, dans une société qui est la nôtre, qui est en train d'avancer sur l'exigence démocratique? Est-ce qu'on va aller vers un vote du plus vertueux, du plus moral? Est-ce que c'est cela le plus important? Je pense que c'est aussi révélateur de la Ve République, à mon avis. C'est qu'en fait, on demande tout à une personne, que ce soit un homme ou une femme, pour tout représenter. Donc moi, vous connaissez les limites des communistes avec ce système de la Ve République. Après, effectivement, on est dans une situation de pauvreté qui est quand même extrême, notamment chez les jeunes, une situation de chômage compliquée. Quand on voit des gens aujourd'hui, alors même si c'est légal, mais limite on s'en fout. En fait, la question c'est pas est-ce que c'est légal ou pas, c'est pas est-ce que il a déclaré au bon moment ou pas au bon moment. En fait, tout le monde s'en fout de ça. La vraie question c'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui se mettent bien, qui mettent bien les leurs, pendant qu'il y a d'autres gens, en fait, qui ne peuvent pas le faire, qui ne peuvent pas boucler les fins de mois, etc. Et en fait, la défiance vis-à-vis de la politique, elle s'alimentera toujours tant qu'il y aura des pratiques comme ça. Et je pense que, effectivement, moi, je ne vais pas jouer à qui est perfectionniste partout. Et comment vous les portez? Mais quelles sont vos propositions pour les porter? Parce que là, ce que j'entends, c'est des belles paroles pour le moment. Et je vous assure qu'on entend souvent des belles paroles sur les plateaux. Concrètement. Je pense effectivement que la transparence en politique s'impose aujourd'hui pour l'ensemble des responsables politiques, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Et là, j'irai même plus loin. Ce n'est pas parce que nous sommes de nouveaux responsables politiques qu'on est garant de la transparence. Je pense qu'il faut être clair sur l'ensemble des enveloppes dépensées. Et je reviens d'ailleurs sur ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, au Parlement européen, on n'a pas le droit d'embaucher des personnes de sa famille. Pourquoi? Effectivement, au Parlement français, maintenant, on n'interdit pas ça. Puisque François Fillon lui-même, en s'excusant auprès des Français... Pourquoi votre candidat ne l'a pas intégré à son programme encore? Il a dit lui-même... J'ai compris que ces pratiques n'étaient plus au goût des Français, que c'était dépassé. Canard, on aura un projet de François Fillon. Vous avez dépassé. Pas mal de réactions. C'est l'autre moi, il s'appelle ainsi, qui vous dit les citoyens ont juste besoin d'avoir confiance dans un candidat et cela ne se décrète pas. La confiance, on n'a pas encore parlé de ce mot, c'est ce qui est le plus difficile moi, je crois que si on veut renouer la confiance, il faut effectivement, c'était dit par Guénolé, nous nous rejoindrons là-dessus notamment. C'est la question de la 6ème République et d'un nouveau pacte avec les citoyens. Par exemple, comment les citoyens peuvent faire mieux et plus irruption dans le débat politique. Comment les citoyens peuvent intervenir sur les lois. En changeant de République, vous avez changé les pratiques. Mais justement, je vous donne des exemples sur comment on peut changer les pratiques. Moi, vous savez, j'attends pas simplement qu'on demande à des gens d'être plus vertueux. Je veux qu'on mette des règles. Vous savez, c'est comme l'amour, il faut des preuves d'amour. La vertu, il faut des preuves de vertu. Je pense que c'est la même chose. Donc, par exemple, comment on reconnaît le vote blanc, comment on crée, je prends les propositions qui sont portées aujourd'hui par Benoît Hamon dans le débat politique, comment on reconnaît à travers un 49.3 citoyen une capacité pour les citoyens à faire irruption dans le débat politique, comment aujourd'hui on donne plus de pouvoir au Parlement et moins aussi, je partage cette aversion pour l'homme providentiel, pour les cultes de la 5e République, comment on change aussi ce rapport, comment on a un rapport plus sain à la démocratie. Et effectivement, moi, quand je vois, par exemple, parlant de ce qu'on a vu, le dernier clip de Marine Le Pen à sa gloire, etc., ce sont des choses... C'est une fixette, tu fais une fixette. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai une... Si tu veux, tu peux prendre ta carte, tu peux te la faire, Benjamin, il n'y a aucun problème, camarade. Jamais vraiment... Viens à la maison, il y a de la place. Mais voilà, quand on voit cette espèce de culte du chef, mais voilà, très lié à la 5e République, pas que à l'extrême droite, c'est vrai. Là-dessus, si nous, c'est vous avez investi votre candidat à travers une primaire. Bien sûr, c'est pas un culte du chef, mais quand même, vous avez un chef aujourd'hui derrière lequel vous vous rangez. Un illustre inconnu. Si vous me permettez de répondre, je crois qu'il incarne, pas si inconnu que ça, il a gagné une primaire. Il a gagné l'élection présidentielle, vous verrez. On reste sur le fond, s'il vous plaît. Je constate simplement que dans la façon dont il a abordé sa campagne, il a choisi de l'aborder aussi avec une respiration démocratique nouvelle. Et on a besoin, dans ce pays aujourd'hui, de redonner de la respiration à la démocratie. Donc il ne suffit pas de dire la transparence, parce qu'on est épinglé dans une affaire. Il ne suffit pas de dire tous pourris alors qu'on est le parti dont les élus sont les plus condamnés aujourd'hui. C'est vrai. Vous savez, en vous écoutant, j'ai presque envie de vous dire rendez-vous dans 10 ans, ici ou ailleurs, vraiment pour suivre votre parcours et voir comment chacun de vous aura évolué. Il faut que plus de personnes de la société civile... Vous reviendrez ? Pas de problème. Très bien. Il faut que plus de personnes de la société civile et qui aient intégré le monde de l'entreprise et qui aient mis le pied dans l'entreprise puissent également s'engager en politique. Le problème, voilà, ça c'est le vrai problème. C'est la question, elle se pose. La première proposition qu'on peut faire, c'est savoir comment est-ce qu'il y a des gens qui passent du public au privé, de la politique au privé et du privé à la politique. Ça, c'est un vrai problème. Quand on voit à l'étranger... C'est pas une mauvaise chose qu'ils aient une expérience dans une entreprise. Alors le problème, il y a deux choses. Est-ce que on a vraiment travaillé dans le privé, on a été directeur des ressources humaines, machin, ça très bien, ça c'est un vrai poste. Quand on voit un homme comme Emmanuel Macron qui passe de la banque Rothschild ensuite... Il a vraiment été banquier. Hein. Oui, voilà, mais le problème c'est que du coup, les frontières sont... Vous pouvez ne pas aimer le métier, mais il a été banquier. C'est pas que ça, c'est quand on voit que François Fillon a gagné via sa société de conseil 200 000 euros de la part d'AXA. Je prends un exemple comme ça. Je prends juste un exemple. Mais vous prenez toujours le même exemple. Pas du tout, mais laissez-moi... Tu veux supprimer la sécurité sociale d'ailleurs. Alors, je vous posais la question tout à l'heure.
l'heure, je reprends la parole. Non, je vous en prie. Je voulais poser la question de la transparence jusqu'où, parce qu'elle peut également déborder sur le terrain privé. Vous l'avez constaté ces derniers temps, c'est un risque également, et c'est intéressant d'avoir votre regard, puisqu'Emmanuel Macron, vous avez parlé de lui, a dû démentir publiquement une rumeur qui le concerne. Il est vrai qu'il l'a fait avec humour et ironie. Tendez bien l'oreille, parce que c'est une vidéo amateur qui a capté ses propos à Bobino d'Emmanuel Macron. On l'écoute. Je voudrais faire courir l'idée que je suis duplice, que j'ai des vies cachées, autre chose. Non seulement c'est désagréable pour Brigitte, mais je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je pourrais faire. Heureusement, je ne l'ai jamais rémunéré pour cela. Une bonne dose d'humour, d'ironie pour démentir une rumeur qui courait. Alors, est-ce que c'est la meilleure manière, au contraire, de la rendre publique et d'en parler, ou est-ce qu'il a eu raison de tuer ainsi cela dans l'œuf? Non, moi je trouve que c'est une très bonne réaction d'Emmanuel Macron de rire comme ça de cela, parce que c'est un scandale de s'attaquer comme ça à la vie privée de quelqu'un, puisqu'il a fait plus ou moins exprès de ne pas s'étaler sur sa vie privée. Moi, je suis très attaché au fait qu'on ne doit pas... de Paris Match. Voilà, mais il a dit que c'était une erreur. Il a dit que c'était une erreur. Attends, ne me fais pas défendre Emmanuel Macron. Je constate. Simplement, je dis que c'est bien qu'il ne soit pas dans ce délire de la pipolisation, et que justement il faut respecter ça. Ton candidat aussi, je vais le dire, ton candidat c'est bien, il n'est pas dans cette pipolisation, et je trouve que c'est des bonnes réactions en vie politique de ne pas mélanger le privé et le public. J'espère que vous serez d'accord. Attendez, s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord. Bon, la petite blague sur la prostitution, c'était pas obligé quand on sait le fléau que ça représente, mais je pense que effectivement, en fait, dans cette campagne, on est coincé dans toutes ces affaires. Et en vérité, on parlait de 6ème République tout à l'heure, mais il y a des questions qui se posent. Par exemple, la question du pouvoir, elle se limite pas à celle de l'homme ou de la femme qu'on va élire. Comment on fait pour reprendre le pouvoir dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'études, dans nos quartiers? Il y a des salariés aujourd'hui qui auraient pu sauver des entreprises avec des contre-projets, qui n'ont pas pu exercer leurs droits. Ça, par exemple, c'est une question qu'il faut qu'on parle, notamment quand il y a des cas de fermeture d'usines partout. C'est important, honnêtement. J'imagine votre impression. Le débat, il est pris en otage, il est mis entre parenthèses. Alors c'est vrai. Le débat, effectivement, est pris en otage, et on ne peut pas se concentrer sur les vrais sujets. Aujourd'hui, il y a plus de 25% de taux de chômage des jeunes en France. Il y a plus de 2000 milliards d'euros de dettes. Aujourd'hui, le débat est pris en otage par la vie privée des personnes. On ne fait plus campagne sur du fond. Par des affaires aussi. On jette en pâture la vie privée des candidats. Effectivement, les premières violences de ça, je dirais que c'est les Français qui les vivent. Ce sont les Français, parce que personne, pendant ce temps-là, ne parle des vraies difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Et je vais juste revenir sur ce que tu disais, Benjamin. On nourrit pas les médias. Il va falloir quand même arrêter un jour de reprocher aux personnalités politiques d'avoir monté leur boîte ou de travailler dans le privé, et de dire à côté il faut plus de personnes de la société civile et qui a intégré l'esprit d'entreprise qui s'engagent. Moi je suis d'accord, les attaques sur la vie privée sont inadmissibles, d'où qu'elles viennent et qui qu'elles visent. Cependant, moi ce qui m'intéresse de savoir avec Emmanuel Macron, c'est pas de savoir avec qui il dort le soir, c'est de savoir qui lui fait des chèques. Qui finance aujourd'hui sa campagne, parce que vous n'avez pas forcément le même projet politique quand vous êtes financé par des gens qui sont liés à des industries, par des gens qui sont liés au monde de l'assurance ou de la banque, ou quand vous l'êtes effectivement par ceux qui font les lois travail pendant que d'autres les subissent, que quand vous êtes financé au-delà des chèques, pardonnez-moi. Non mais c'est ça qui est intéressant. Les sujets de fond, justement, j'imagine que vous attendez avec autant d'impatience ce programme d'Emmanuel Macron, Benjamin Lucas. Alors ça par contre, attendez, c'était ma question pour conclure. Est-ce que c'est Jean-Marie Le Pen qui finance non, c'est la... Messieurs, vous n'allez pas y arriver parce que... Notamment quand on parle de dédiabolisation. S'il vous plaît. Non, pas de problème, je n'ai pas besoin d'aller le voir. Il est temps de parler du fond, c'est ça ? Oui, mais c'est une campagne qui a été prise en otage, mise entre parenthèses. Je ne sais pas si elle est prise en otage. Les sujets, ils sont ce qu'ils sont. Moi, je jette pas la pierre sur les médias. Ils sont aussi. Je ne parlais pas des médias, je parlais des responsables politiques. Il suffirait que ça ne se vende pas pour que ça s'achète pas pour que ça ne se vende pas. Non, mais oui. Donc moi, je souhaite que, par exemple, nous ayons un débat. Mais c'est aussi, elle est prise en otage. Regardez les thèmes dont on a développé. On a parlé de Théo au départ, et depuis, on commente l'actualité. On commente les commentaires sur l'élection présidentielle. C'est pas vous que je mets en cause. C'est le débat. C'est comme ça. Et puis, s'il y a des gens qui regardent, c'est sans doute que ça intéresse du monde. Donc, il ne faut pas mépriser ça. Mais effectivement,
effectivement, parlons aujourd'hui. Parliez des liens de François Fillon avec AXA. Et ben pourquoi est-ce que ça n'aurait pas d'impact sur le fait que François Fillon veut aujourd'hui mettre à terre la sécurité sociale? Donc on fait une dégénération de professionnels de la politique et on ne peut pas être élu, encaisser ces sommes-là. Et s'il avait bossé vous voyez, vous revenez naturellement au sujet de fond. Merci pour ce débat. Vous aurez l'occasion de revenir, Madame, Messieurs. Pour certains, je crois que c'était votre première apparition télévisée. Remarquée dans un débat vif. Merci en tous les cas et à bientôt pour Parole de Jeunes. La suite de votre émission. Et encore, un chapitre dans le feuilleton Fillon. Ces avocats mettent en cause le parquet national financier, une attaque directe sur l'impartialité des enquêteurs. Et pendant ce temps, le candidat Les Républicains poursuit sa campagne. Alors que penser de cette contre-offensive politique, judiciaire du clan Fillon sur ce sujet et plus largement sur le paysage politique en ce moment et les rapports de force en présence? Le match des idées opposera le journaliste Bruno Roger-Petit à Olivier Babot de la Fondation Concorde. C'est dans quelques instants. Restez avec nous. Ma colère, elle est contre tous ceux qui ont fait que les Kouachi sont arrivés dans la salle et ont tiré sur tout le monde et notamment sur mon mari. L'objectif, c'est qu'on tende la main à l'autre, qu'on parle d'amour, qu'on se dise bonjour, qu'on arrête ces politiques sécuritaires, alors qu'il faut mettre beaucoup plus de moyens dans la prévention qui est en train de diminuer. Je créerai un cours de religion où tout petit on leur parlerait de Socrate, Aristote, Platon, puis on montrait, puis on arriverait au judaïsme, puis au christianisme, puis à l'islam, puis aux Lumières, et que quand ils arriveraient au bac, ils auraient le choix, tout simplement. Ouais. Tous présidents, demain à 19h sur Public Sénat. Bakshish, peshkesh, choubouk, shpertz, autant de nuances pour une même réalité, le pot de vin. Nous sommes très contents de voir que des gens qui semblaient intouchables sont maintenant mis en prison pour des faits de corruption qu'ils ont commis. Ce sont des gens très intelligents. C'est comme une partie d'échecs. Tu avances un pion, il avance un pion, et à la fin, on voit qui a porté le coup fatal. La mentalité d'un peuple ne change pas en 5 ou 10 ans, c'est sûr. On a besoin de beaucoup de temps, beaucoup de petits pas, des erreurs aussi, et pas mal de tentatives pour construire quelque chose. Roumanie, le grand ménage, samedi à 22h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission. On va plus loin pour débattre à présent et analyser plus largement les rapports de force en présence à moins de 3 mois de la présidentielle. On va évoquer la stabilité de l'électorat des uns et puis au contraire la volatilité de l'électorat des autres. Et puis au menu également cette contre-offensive aujourd'hui des avocats de François Fillon sur tous ces sujets divers et variés. Nos invités ce soir, Bruno Roger-Petit, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste pour Challenge.fr et Olivier Babot, bonsoir. Bonsoir. Professeur, vous représentez notamment la Fondation Concorde. Et d'abord, messieurs, l'actualité aujourd'hui, c'est une contre-offensive, une attaque directe, frontale des avocats de François Fillon qui demandent le dessaisissement du parquet national financier. Les faits avec Sophie Normand-Couturier. L'offensive juridique est lancée depuis les locaux même des avocats de François Fillon. La cible, le parquet financier, à qui il demande de se dessaisir de l'enquête. Le parquet national financier dispose, on en a beaucoup débattu ces derniers jours, d'une compétence limitée, et limitée à certaines infractions, parmi lesquelles figure bien sûr le détournement de fonds publics. Sauf que l'absence de cette infraction dans le dossier qui nous occupe rend le parquet national financier incompétent pour enquêter, et son enquête en devient illégale. Selon ses avocats, le délit de détournement de fonds publics n'est pas applicable à un parlementaire. Il appartient désormais au PNF de décider des suites qu'il entend donner à son enquête. Pendant ce temps, 2 des enfants de François Fillon sont entendus par les policiers au sujet de l'emploi qu'ils ont occupé auprès de leur père lorsqu'il était sénateur. Et ce soir, le candidat de la droite en meeting à Poitiers profite de la tribune pour dénoncer à son tour une nouvelle fois une entreprise de démolition. 36 ans de vie politique. 36 ans sans jamais aucun problème d'ordre judiciaire. Je suis aujourd'hui la cible d'une attaque impitoyable, partiale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et tout ceci pour des faits anciens, connus, légaux. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? C'est à vous de répondre, et pas au tribunal médiatique. Le camp Fillon charge la justice.
Ses avocats ont également annoncé leur intention de déposer plainte pour violation du secret de l'enquête. Alors on va parler bien sûr de la campagne, de l'aspect politique, mais d'abord, votre avis général, votre regard, Bruno Regé-Petit, sur cette stratégie, ce positionnement, cette offensive aujourd'hui, qui est politique mais également judiciaire? Parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour François Fillon. Il doit absolument démontrer qu'il est victime, au sens large, d'un complot mené par des forces occultes et sombres qu'il ne peut pas nommer. Donc de temps en temps, il pointe les journalistes, ensuite il pointe le parquet financier. Il n'a pas d'autre choix que d'être dans cette offensive parce que la victimisation, c'est ce qui peut lui permettre de ressouder cet électorat de droite qui est très partagé aujourd'hui entre on n'est pas content parce qu'il nous a fait quelque chose dans le dos alors qu'on l'a désigné et qu'on ne savait pas, et puis quand même la volonté d'en découdre et de revenir au pouvoir quoi qu'il arrive. C'est pour ça que certes, il baisse dans les intentions de vote, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il soit sorti du jeu. Il se peut très bien que... Parce que comme tout est illisible et que les tendances lourdes de l'élection tardent à se dégager, il se peut très bien aujourd'hui que, même s'il paraît très embarrassé, il soit au second tour de l'élection présidentielle. C'est vrai, c'est le cas, Olivier Bobo, alors que les commentateurs et les journalistes ont le nez vraiment rivé, les yeux, le regard rivé sur les sondages, à voir s'il y a un décrochage. Il y a une érosion, mais pas plus que cela. Est-ce que c'est étonnant, compte tenu de ces 15 derniers jours et tout ce qui s'est passé, cette déflagration politique ? Je crois qu'on assiste quand même à une stabilité qui est un petit étonnante. Oui, en tout cas, on aurait pu imaginer un décrochage vraiment très puissant. Ce décrochage, il n'a pas lieu. Je veux dire, même il y a certains sondages qui donnent quasiment vraiment au coude à coude, et on sait que la marge d'erreur est plus ou moins 2%. Donc bon, c'est évidemment très compliqué. Bon, en 39, on a eu la drôle de guerre. Je crois qu'aujourd'hui, en 2017, on a la drôle de campagne. Une campagne où on voit très bien, on aura un dossier judiciaire qui va probablement nous accompagner jusqu'à la fin en parallèle. Un candidat qui évidemment est obligé aussi de faire campagne et sur ses propositions, parce que c'est normal, il ne va pas s'arrêter le faire en attendant la fin des affaires, puisque potentiellement elles n'auront pas de fin d'ici aux décisions. Et finalement, ça met en exergue ce grand, pour dire paradoxe, cette grande question qu'il y a autour de la présidentielle: est-ce qu'on élit un homme ou un programme ? Et c'est peut-être ça le plus important, justement. Et déjà, vous avez déjà pointé, vous, Bruno Regé-Petit, dans vos différents écrits, avant même l'affaire Fillon, vous aviez déjà noté une petite érosion du candidat après la primaire. Et vous avez dit, c'est peut-être le paradoxe, François Fillon. Il a un programme. Est-ce qu'il va un petit peu le changer, l'amodier, le diluer ? Il est le candidat d'une droite qui est majoritaire dans son camp, mais qui est minoritaire dans le pays. Bon. C'est la droite qui l'a élu, c'est la droite que Patrick Buisson définit comme étant celle du populisme chrétien. Et ceux qui sont venus voter, c'est-à-dire la clientèle de la primaire, ce sont des gens qui sont extrêmement actifs, soit sont des militants, soit sont des sympathisants. Il faut savoir par exemple que l'organisation Sens Commun, qui est le volet politique de la Manif pour tous, a utilisé assez largement, par exemple, les boîtes mail et les adresses mail de la Manif pour tous pour inonder, moi je connais des gens qui l'ont reçu, pour inonder durant la primaire, en faveur de François Fillon, les boîtes mail de ceux qui s'étaient inscrits sur tous les sites de la Manif pour tous. Et ça a joué dans la mobilisation qui s'est passée autour de lui. Il n'empêche, je le dis, je le répète, que c'est le candidat d'une France minoritaire, qui était aussi handicapée. C'est frappant ça, parce qu'on n'arrête pas de dire que la société française bascule vers la droite, on le dit depuis des mois, des années. Mais, faites l'addition aujourd'hui, dans les intentions de vote, des voix de Jean-Luc Mélenchon, des voix de Benoît Hamon, des voix d'Emmanuel Macron et des voix de François Bayrou. Vous êtes au-delà des 50%. Donc tout ce qu'on a raconté pendant des années sur la société qui s'est droitisée, c'est faux. C'est la droite qui s'est droitisée. C'est la droite qui s'est radicalisée. Et qui est d'ailleurs assez clivée de ce point de vue-là, parce qu'entre ceux qui ont voté Alain Juppé et puis ceux qui ont voté François Fillon, il y a un gouffre aussi. Ce qui a été caché pendant des années et qui est révélé là, c'est que la droite était aussi profondément dans une crise culturelle de représentation, qu'elle n'a pas vu venir et qu'elle n'a pas travaillé, parce que comme le Parti socialiste pendant des années, après sa défaite en 2012, elle a perdu du temps, elle n'a pas travaillé. On a d'abord réglé le problème entre Fillon et Copé, puis il y a eu l'interrègne avec Raffarin, Juppé et les autres, puis le retour de Sarkozy, et on est allé sur la primaire. Mais le parti lui-même, les Républicains, enfin l'UMP puis les Républicains, n'a pas travaillé. Ils n'ont pas pensé la société, ils n'ont pas réfléchi. Ils se sont dit c'est facile, Hollande est nul, Valls va gicler avec et on sera forcément réélu en 2017. Donc la droite, parce que c'est comme ça. Enfin, Fillon, majoritaire, François Fillon, majoritaire dans son camp, mais pas dans l'ensemble du pays, contrairement à une évolution que beaucoup, peut-être vous-même, vous avez décrit dans votre fondation Concorde peut-être, cette droitisation de la société. Oui, alors, effectivement, alors, si on fait les additions, moi j'ai plutôt envie d'additionner effectivement les candidats qui ont un programme, on pourrait dire, de l'ordre du rêve.
pour le dire de façon positive. Et là, on arrive quasiment à 50%, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, évidemment, et Benoît Hamon. Et puis, les candidats qui sont, on pourrait dire, de l'ordre de l'ouverture, du pragmatique. Et là, il faut mettre François Fillon, évidemment. Et puis il faut le dire, aujourd'hui, Emmanuel Macron, même s'il y a des précisions qui vont arriver sur le programme. En fait, finalement, on voit bien qu'avant les affaires, François Fillon avait connu une baisse dans les sondages. Cette baisse dans les sondages, elle était en fait la conséquence du fait que les primaires sont un piège terrible. On parle de bombe à segmentation. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a fallu s'user en racontant son programme, alors que finalement, en général, le programme, il arrivait après et que d'abord, il y avait cette rencontre de la personnalité. Si bien que finalement, la personnalité, elle arrive et elle est brouillée. Très bien. Par Alors, ce programme qu'on a dû montrer. Il y a une dynamique derrière Benoît Hamon qui a subi la même lessiveuse à gauche. Bon, la dynamique, déjà, elle est moins forte, elle reste à confirmer. Les deux grandes dynamiques aujourd'hui, ce sont les deux candidats qui ont eu à montrer le moins tôt, et qui d'ailleurs ne l'ont pas fait pour la plupart, leur programme, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est une coïncidence? Je ne crois pas. Je suis pas tout... Alors, deux remarques. D'abord sur Benoît Hamon, la dynamique, c'est quand même le candidat du Parti socialiste, et aujourd'hui, il est ancré dans les 15-16%. C'est-à-dire qu'en fait, il fait exactement, pour le moment, sous réserve d'inventaire à venir, le score qui était promis à François Hollande. Voilà. Donc, à la limite, François Hollande pourrait... Par cette phrase, tout est dit. François Hollande pourrait nourrir quelques regrets légitimes. Si vous voulez. Et puis, bon, ça, c'est un vrai point. Sur Emmanuel Macron, moi, je suis quand même surpris d'entendre cet argument en boucle, suivant lequel il n'a pas présenté de programme. Moi, je me demande si mes confrères, parfois, écoutent les discours, lisent les livres, et lisent les interviews qu'il a produites. Donc il faut acheter le livre d'Emmanuel Macron. Dans Révolution, pour je peux vous dire qu'il y a 2-3 chapitres d'ouverture qui sont consacrés à sa vie personnelle, sa façon de se poser dans la société, sa vision de la France. Et derrière, c'est un déroulé programmatique extrêmement précis. Vous avez trop d'expérience pour jouer naïf. Vous voyez ce que je veux dire, un programme chiffré, calibré, bien vissé, etc. Il ne l'a pas encore présenté. Non, Bruno Le Maire l'a présenté. Il a terminé la primaire de la droite. Oui, donc vous dites que c'est une stratégie de ne pas le présenter. Ça, c'est autre chose. Non, mais on est dans une élection présidentielle. On ne va pas se raconter d'histoire. J'entendais avant vos jeunes intervenants là qui, comme d'habitude, ils ont l'excuse de l'âge, oui, de la le jeunesse. grand-père de la 6e République. Non, la 5e République, l'élection du président de la République de la 5e République, elle a une ontologie profonde. Et je constate que ceux qui l'ont respectée, c'est-à-dire Emmanuel Macron et dans son genre Marine Le Pen et dans son genre Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire ceux qui sont allés directement au peuple, c'est ceux qui sont devant aujourd'hui. Enfin, pas Mélenchon, mais les deux premiers, oui. C'est ceux qui sont devant aujourd'hui. Et les candidats qui sont passés par les primaires, les candidats des partis sortants, de gouvernement, que ce soit à droite ou à gauche, aujourd'hui, ils sont dans la difficulté. Et encore une fois, je pense que quand bien même il n'y aurait pas eu l'affaire du Pénélope Guette, François Fillon serait dans la difficulté aussi. Ça aurait pris sans doute plus de temps, mais je pense qu'il aurait décroché quand même. Parce qu'encore une fois, ce qu'il porte est en décalage avec les aspirations françaises dans leur extrême diversité, mais comme vous le dites, il plie, pour reprendre ce que vous dites, mais il ne rompt pas, François Fillon. Est-ce que vous diriez, Olivier Bobo, qu'il a un électorat qui est stable, qui est solide, qui est vraiment bien tassé, si je puis dire, contrairement à Emmanuel Macron, dont on décrit alors une petite érosion en tous les cas, et Marine Le Pen, on dit qu'elle a vraiment l'un des électorats les plus solides. Il n'y a pas d'érosion chez Macron, je suis désolé, Sonia, il n'y a pas d'érosion. Oui, il est selon les enquêtes, entre 20 et 21, parfois à 23,5, suivant... Vous le regardez avec des lunettes roses ou vous le regardez... Non, je ne regarde pas avec des lunettes roses. Non, mais excusez-moi, je regarde juste la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a 5 ans, on nous bassinait avec le croisement des courbes. Aujourd'hui, il y a eu un croisement des courbes entre Macron et Fillon. C'est comme s'il n'avait pas lieu. C'est ça qui est étonnant aussi, dans notre perception. Il a eu lieu, et c'est un duel dont on parle beaucoup, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Oui, alors ce qui est amusant, finalement, il y a beaucoup de choses qui les rapprochent, je veux dire, dans la nouveauté, dans le fait que, finalement, quelque part, ils n'ont pas un parti traditionnel, on pourrait dire, derrière eux. Et il y a évidemment énormément de choses qui les séparent complètement. On pourrait dire que Marine Le Pen, elle veut renverser la table, Emmanuel Macron, il veut changer le menu. Pour le bien, menu qu'on a beaucoup trop vu, sans doute, effectivement. Et pour répondre un peu à votre question d'avant, évidemment, François Fillon a derrière lui, je crois, un socle très stable. Et ça, finalement, probablement, cette élection va se jouer à pas grand-chose, à mon avis. Moi, je dois reconnaître tout à fait qu'Emmanuel Macron a aujourd'hui un enthousiasme qui est assez étonnant. Je ne crois pas qu'il y ait d'exemple, je veux dire, dans l'histoire de la République, en tout cas récente, qu'il y ait eu à partir de rien. Parce qu'il faut se souvenir qu'il y a 11 mois, il n'y avait rien. Quelqu'un qui est parti tout seul et qui, faut dire, est arrivé en arrivant au port, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce mouvement, il est indéniable et je pense qu'il est relativement solide. Après,
les sondeurs iront sonder peut-être plus en détail pour voir les certitudes, etc. Moi, je ne crois pas à un scénario de bulle. Je ne crois pas qu'on ait une bulle. Je crois que Emmanuel Macron a vraiment rencontré un besoin, un désir de nouveauté. Il y a beaucoup de gens qui se rencontrent dans cette démarche. Et de toute façon, qui que soit le gagnant, je veux dire, à la fin, en mai de cette élection, et puis après les législatives, il y aura un signal de renouveau, de volonté de renouveau, qui de toute façon devra changer tous les partis, le PS sans doute, les Républicains, vous mettez derrière évidemment. le renouveau, au-delà du slogan. Il y a encore une personne dont on n'a pas parlé, Bruno Roger-Petit, François Bayrou. François Bayrou, il est en train de mettre la famille politique, ça vous fait sourire, mais de la droite et du centre, sous très forte tension. C'est l'éternel poil à gratter à la droite, mais dans ce mouchoir aujourd'hui, avec tant de points qui sont tellement importants dans les sondages, c'est important de savoir ce qu'il pourrait faire, François Bayrou. Je sais que vous n'êtes pas dans sa tête, mais... Non, en décembre, François Bayrou, dans les intentions de vote, il était mesuré à 8 ou 9%. Et durant les 2 mois qui se sont écoulés entre la désignation de François Bayrou et puis la fin du mois de janvier, il a cherché par tous les moyens à envoyer des signaux. 36-15, j'existe. Attention, je peux me présenter. Je suis très critique sur ce qu'est François Fillon. Je suis très critique sur ce qu'est Emmanuel Macron. D'ailleurs, des deux, il dit la même chose. Ce sont les candidats des forces de l'argent. C'est quand même assez étonnant. Bon. Et puis aujourd'hui, dans le moment clé, là, à quelques jours de l'échéance qu'il a lui-même fixée, il est mesuré entre 4 et 5%. C'est-à-dire qu'il a perdu, en gros, la moitié de ceux qui se disaient prêts à voter pour lui en décembre. C'est un fait. Bon, donc s'il veut être candidat, c'est pas compliqué. Il faut réunir 10 millions d'euros. Il faut aller voir les banques. Il faut leur dire, je vais faire campagne, je vais être candidat à la présidence de la République, j'ai besoin de 10 millions d'euros. Et les banques vont regarder, ah mais monsieur Bayrou, vous êtes entre 4 et 5%, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que vous passiez les 5, que vous soyez remboursé, vous êtes un risque. Donc c'est une candidature mornée. Je suis désolé d'être très prosaïque, mais s'il se lance dans ces conditions, dans cette aventure, ça risque d'être hautement problématique pour lui sur tous les plans. Oui, moi, François Bayrou, c'est un peu la comète de Halley de la politique. Tous les 5 ans, il revient et tout d'un coup, c'est assez étonnant. Lui, il croit non pas en sa comète, mais en son étoile. Non, mais je crois qu'il faut qu'il comprenne que ça a changé, les règles du jeu ont changé. Aujourd'hui, si vous voulez être un candidat crédible, vous n'avez pas un réel parti derrière vous et que vous n'êtes pas issu donc de primaires qui vous ont donné une légitimité, eh bien, il faut faire comme Emmanuel Macron, c'est-à-dire être capable de faire venir sur son nom des centaines de milliers de gens. Et à ce moment-là, vous avez une crédibilité. Sinon, je suis désolé, vous êtes une création médiatique. Et vous n'existez pas, donc je pense que c'est une histoire qui n'ira pas bien loin, parce qu'en effet, une fois qu'il aura prouvé que le risque est vraiment trop fort, l'hypothèse Bayrou se refermera. Mais les attaques de François Bayrou font souvent mal, parce qu'elles sont souvent bien senties, Bruno Roger-Petit, notamment, vous l'avez dit, sur ce qu'il appelle les puissances d'argent, et la collusion supposée entre certains responsables politiques et puis des puissances d'argent des grands patrons. Est-ce que cet argument peut faire mouche aujourd'hui ? Sur François Fillon, oui, ça reste une voix quand même, François Bayrou. Sur François Fillon, ça fait mouche, ça, je n'en doute pas. Sur Emmanuel Macron, il a quand même un peu changé de ton depuis quelques jours. Il dit qu'il l'observe avec intérêt, qu'il regarde ce qu'il fait. Et si j'en crois certaines sources, il n'est pas impossible qu'il cherche à entrer en contact direct avec Emmanuel Macron pour discuter. Et si j'en crois d'autres certaines sources, il n'est pas impossible. Bien informés, voilà, il n'est pas impossible qu'Emmanuel Macron ne soit pas très pressé de le rencontrer, parce que autant en décembre ça pouvait s'imposer, autant là son intérêt à le rencontrer dans l'urgence, François Bayrou, et à ce que ça se sache, n'est pas encore très démontré. Vous avez de nombreuses réactions là sur les réseaux sociaux. Olivier Babot, ce que vous avez dit, je vais vous faire réagir et participer les téléspectateurs et les internautes. C'est Aurélie Fleur qui vous dit, vous avez dit renouveau, mais que mettez-vous justement, cette action derrière ce renouveau pour Emmanuel Macron ? Le renouveau, il est quand même assez simple. Aujourd'hui, on avait, depuis très longtemps, en fait, quand vous appreniez la politique, on vous expliquait que le parti était, disons, l'espèce de matrice par laquelle tout devait passer. Tous les gens qui voulaient réactiver de la politique allaient dans les partis, avec tous les défauts qu'on connaît. Je veux dire, quand on y est allé, on sait très très bien qu'un parti, c'est énormément d'inertie. Ça favorise pas forcément, on pourrait dire, l'implication ou la reconnaissance des mérites de ceux qui, effectivement... ont le plus travaillé. Voilà. Beaucoup de défauts, beaucoup de force aussi, parce que c'est une force d'agrégation de gens qui ont aussi une même envie de faire des choses, de faire bouger les choses, c'est vrai. Et je crois que En Marche, s'il réussit, deviendra un parti. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, un mouvement devient un parti, il se cristallise, un peu comme une start-up finit par devenir une bureaucratie au bout d'un moment. C'était le cas de Microsoft, par exemple. Donc ça finira par être le cas. Mais la capacité à
créer un parti, c'est-à-dire à agréger autour d'une proposition d'idées qui soit aujourd'hui, qui apparaissent comme étant quelque part entre le PS et les Républicains. Je veux dire, voilà, et encore ça va se préciser, mais voilà, c'est un objet politique non identifié qui n'existait pas. C'est pour ça que je parle de renouveau, oui. Même question, et puis autre question d'un internaute, c'est Henri Mattei qui vous dit, Bruno Roger-Petit, est-ce que ce duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, est-ce qu'il est vraiment installé ou est-ce que c'est le vœu des médias aujourd'hui? Je vais vous dire, si les médias dictaient le résultat des élections présidentielles, je peux vous donner un certain nombre d'élections présidentielles perdues par ce qui était présenté à l'époque. La liste serait trop longue. Voilà, par le candidat des médias. Donc de Giscard à Balladur, en passant par un certain nombre de candidats, Sarkozy 2012, bon, on ne va pas se lancer là-dedans. Le renouveau que porte Emmanuel Macron... on sent quand même qu'il y a derrière l'idée pour un certain nombre de Français, mais ça vaut aussi pour Benoît Hamon, il faut dire les choses. C'est quand même le côté « ouvrons les fenêtres et donnons de l'air ». C'est-à-dire que vous avez d'un côté des candidats, là-dessus je pars sur Marine Le Pen, François Fillon et dans son genre Jean-Luc Mélenchon, qui vous promettent de l'anxiété et puis de la revanche sur les autres. On va prendre notre revanche sur les autres. Alors vous avez Mélenchon qui vous dit les riches vont payer, puis vous avez Marine Le Pen qui vous dit les immigrés vont payer, et puis vous avez Fillon qui vous dit les fonctionnaires et d'autres vont payer. Vous avez des candidats de la punition, voilà. Et puis vous avez effectivement encore une partie de ce pays qui n'a pas envie d'être dans la punition, qui a envie d'optimisme et de bienveillance. Et c'est assez curieux d'ailleurs parce que ce sont des mots qui reviennent souvent quand il s'agit de qualifier et Emmanuel Macron et Benoît Hamon. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et comme je dis toujours, il faut aussi regarder ce que regardent les gens à la télévision dans ce pays pour savoir un peu quel est leur état d'esprit. Regardez, je vais faire un parallèle qui va vous sembler un peu osé, mais je vais le faire quand même. Les émissions de télé-réalité, qui étaient quand même le règne de l'ultralibéralisme à la télévision. On prend quelqu'un, il ne nous plaît plus, on le jette, c'est fini, bon. Échec, terminé, relégué sur des chaînes du câble. Qu'est-ce qui triomphe aujourd'hui en télévision? Des émissions de bienveillance, porté par des animateurs bienveillants, de Nikos à Nagui, en passant par Yann Barthès d'une certaine façon. Ça vous donne quand même, ou Patrick Sébastien, ça vous donne quand même une idée de l'ère du temps et de ce qu'attendent les Français aussi de leur politique. Donc, le phénomène Macron, comme le phénomène Hamon, ça fait écho à ça. Mais ce qui est frappant, et pour conclure, et vous avez totalement raison, il y a peut-être une ère, pas une mode, mais en tous les cas un moment, une demande de la bienveillance. Mais ce qui est frappant, Olivier Bobo, c'est qu'elle intervient dans un environnement de défis, de menaces. Dans quelques instants, je vais recevoir l'historien et l'économiste Nicolas Bavret qui va nous parler, c'est vraiment son ancienne, du déclin français. On va tous mourir. Non, parce qu'il appelle au sursaut national. Donc il y a encore de l'espoir, justement. Mais c'est frappant que cette demande, mais peut-être que c'est logique, que cette demande de bienveillance intervient à un moment aussi crucial pour notre pays, où il y a des défis très importants, où on attend Emmanuel Macron sur des sujets régaliens, très lourds quand même. Je crois qu'effectivement, c'est pas du tout contradictoire, parce qu'en réalité, on a besoin de réassurance, on pourrait dire. Et alors, c'est un peu bizarre, effectivement, on a l'impression que la politique devient une sorte de feel-good movie. Vous savez, le feel-good movie, c'est le film, on sort, on a passé une bonne soirée, parce qu'il s'est passé que des choses sympathiques. La vraie question, peut-être, c'est comment arriver à présenter les enjeux de façon à ce qu'ils ne soient pas, on pourrait dire, anxiogènes et positifs. Peut-être que le talent aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est de le faire, effectivement, de côté plus positif. On a plus le verre à moitié plein. Peut-être que l'erreur de François Fillon jusqu'à là, ça a été peut-être de présenter les défis avant de présenter trop les solutions. C'est un problème probablement peut-être de rhétorique, peut-être de façon de raconter les choses. On a encore 2 mois de campagne, il va encore se passer des choses, j'espère. Espérance et bienveillance, donc, hein, ce sont les 2 mamelles du programme. Il n'exclut pas la protection, parce qu'il y a une demande de protection qui est extrêmement forte dans ce pays, et c'est vrai que de ce point de vue-là, Benoît Hamon comme Emmanuel Macron ont encore des gages à donner. Voilà, et Nicolas Bavret, dans quelques instants, qui sera l'invité de Grand Entretien, nous dira tout le contraire, bien sûr. Comme ça, nous aurons toute une palette dans cette émission. On va plus loin dans quelques instants, mais d'abord, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. Une explosion s'est produite ce matin dans la salle des machines de la centrale nucléaire de Flamanville, sans faire de blessés graves. Elle a été vite maîtrisée, mais conformément à la procédure, l'un des réacteurs a été stoppé. Pas de risque nucléaire, mais l'incident relance le débat sur la sécurité des installations nucléaires.
Je ne suis pas catastrophiste, ça rappelle simplement que le risque existe dans les centrales nucléaires. Et a priori, on nous dit que c'est des gains électriques, mais ça sera à la SN de vérifier tout cela. Mais ça dit probablement aussi le vieillissement des centrales nucléaires françaises. Ça, c'est un point qui passe un petit peu sous silence. C'est-à-dire que ce parc est ancien aujourd'hui et on voit des micro-incidents ou des incidents plus importants se multiplier. Économie. Il me semble qu'un certain nombre de propos de certains candidats, ils se reconnaîtront, qui annonçaient en 2017 un déficit autour de 4,7%, certes, sur ce point aussi, ils sont revenus en arrière, comme sur d'autres points, ont probablement alerté un certain nombre d'acteurs des marchés financiers. Mais nos objectifs ont été tenus depuis 2 ans et nous serons au mois de mars qu'en 2016, ils seront tenus. Rendez-vous le 15 mars. Emmanuel Macron. Il faut qu'Emmanuel Macron clarifie ses liens avec la finance internationale. Vous lui posez clairement la question ? Je demande à Emmanuel Macron de s'expliquer sur ses financements. Je souhaite qu'Emmanuel Macron publie la liste de ses donateurs. J'ai proposé de le faire pour les grosses sommes, pas pour 10 euros ou 20 euros, mais au-dessus de 1000 euros. J'estime que Emmanuel Macron ne pourra pas non plus aller à la présidentielle comme ça, sans publier la liste de ses donateurs. Et je remarque que M. Hamon le lui a demandé, je ne suis pas le seul. Et qui connaît Emmanuel Macron sait bien que le favoritisme, ça n'est pas sa pratique politique quotidienne. Et que s'il a favorisé, ce sont les entreprises de ce pays. L'investissement. Oui, il n'y a pas eu conflit d'intérêt. Bien entendu, jamais. Vous savez, on a déjà parlé des frais de bouche, on a déjà parlé d'autres sujets sur lesquels il a répondu avec beaucoup de transparence, beaucoup de fermeté. Et je crois que dans ce genre d'attaque, il faut les regarder pour ce qu'elles sont, venant d'une extrême droite aujourd'hui agressive, qui ne supporte pas de voir les idées que porte Emmanuel Macron. Ça vient de l'extrême droite. Je pense que ça vient des idées qui sont près de l'extrême droite, bien entendu. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était ce matin l'invité de l'ONG WWF, l'occasion pour le candidat de verdir un programme qui se fait attendre. Il s'est dit prêt à réduire la part du nucléaire sans promettre pour autant d'atteindre son objectif. D'abord, je n'ai pas une position conservatrice sur le nucléaire, j'ai une position réaliste. Une transition, c'est volontariste, mais si j'étais conservateur, je vous dirais on maintient 75%. Événement. Il y a 50 ans, la loi Neuwirth permettait aux femmes et aux couples d'accéder à la contraception. À l'occasion de cet anniversaire, un hommage a été rendu à son auteur, qui fut sénateur de la Loire jusqu'en 2001. Un timbre à son effigie sera en vente au Sénat. La contraception est aujourd'hui un droit en France, mais un droit en danger au vu du contexte international. Et ces mouvements que l'on voit aux États-Unis, ils sont aussi présents en Europe. On a bien vu toutes les difficultés qu'il y a eu en Pologne, les difficultés que rencontrent les Irlandaises, le retrait de la loi en Espagne. Et je pense qu'on doit vraiment aujourd'hui être très très vigilante sur ces droits qui sont menacés, comme si la liberté des femmes continuait toujours à déranger. Travailler pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pas une mince affaire et c'est un job à temps plein encore pour longtemps, je pense. Sécurité. Dès cet automne, la Tour Eiffel sera protégée par un mur de verre. Un mur de 2,50 m de haut qui s'élèvera autour de la Dame de Fer dans le cadre d'un dispositif permanent, élargi et plus esthétique pour renforcer la sécurité du monument. Et c'est l'heure à présent de votre revue de presse. On va découvrir ensemble quelques-unes de vos quotidiens. Et d'abord des hebdos avec Paris Match et ce couple de la présidentielle. Encore une une pour Emmanuel Macron et son épouse. La campagne de toutes les surprises. À la une de l'Obs à présent. Tartuffe va-t-il couler la droite ? François Fillon. Enfin, Libération sur Aulnay, la matraque de la honte, rencontre avec la famille de Théo, c'est-à-dire demain dans votre quotidien. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin.
Mon invité ce soir a été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme sur une menace qu'il pense imminente ou déjà présente, le déclin de la France. Historien, économiste, auteur de nombreux ouvrages et souvent des best-sellers. Bonsoir et bienvenue Nicolas Bavrez. Bonsoir. Vous publiez Chroniques du déni français, ce sont vos chroniques au point qui appellent au sursaut national. Alors on va en parler en détail. Tout d'abord, je voudrais vous faire réagir à cette campagne présidentielle pleine de surprises, pleine d'incertitudes assez inédites. Quelle est votre analyse sur un candidat que vous connaissez bien, François Fillon? On le voit, toujours en campagne. On vient de le dire avec le journaliste Bruno Roger-Petit. Il plie, mais il ne rompt pas pour le moment. Cette campagne, elle est de fait sans précédent. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec 4 blocs à peu près à égalité. Un bloc social-démocrate avec Emmanuel Macron. Un bloc de droite libérale et réformiste avec François Fillon. Et puis 2 blocs populistes, un d'extrême gauche autour de Jean-Luc Mélenchon et du Parti socialiste dans sa version Benoît Hamon, et puis un bloc de droite extrême à la fois, mais en même temps de socialisme extrême autour de Marine Le Pen, puisqu'on a bien cette double dimension, la dimension du nationalisme et la dimension du socialisme extrême. Et c'est vrai que ces 4 blocs finalement sont aujourd'hui capables de monter ou de descendre extrêmement vite. Et pour le moment, le rapport des forces fait que c'est un duel qui est privilégié entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent, parce que chaque bloc, en fait, a ses forces et ses faiblesses. Donc le bloc populiste de gauche a 2 candidats. Marine Le Pen n'a pas vraiment dévoilé de projet pour l'instant, de même que Emmanuel Macron. Et en revanche, François Fillon a un projet qui était fort et validé, mais il traverse évidemment les difficultés personnelles sur lesquelles vous êtes abondamment revenu. Mais il y a un point commun entre ces candidats, c'est que certains d'entre eux se présentent comme des candidats anti-système. Alors Marine Le Pen, également Emmanuel Macron, et de plus en plus François Fillon. C'est plus étonnant. Encore ce soir en meeting à Poitiers, il a utilisé cet argument: je suis le candidat qui ne fait pas partie du système. D'abord pour dénoncer sûrement l'acharnement médiatique dont il pense faire l'objet. Est-ce que, selon vous, il est vraiment l'exemple de l'antisystème aujourd'hui, François Fillon? Très franchement, quand on regarde l'ensemble de ces candidats, il n'y en a aucun qui soit antisystème. Il faut regarder leur trajectoire politique. François Fillon a été Premier ministre, ministre à plusieurs reprises. Emmanuel Macron a joué un rôle très important dans la campagne, puis dans l'équipe de François Hollande quand il est devenu président de la République, et ensuite comme ministre des Finances. Jean-Luc Mélenchon a été ministre à plusieurs reprises, et Benoît Hamon également. Et ce sont tous des gens qui sont engagés en politique depuis assez longtemps. Quant à Madame Le Pen, ça n'est pas du tout la première fois qu'elle se présente à l'élection présidentielle. Son parti a connu une ascension donc importante, et le Front National aujourd'hui fait partie du système politique. Il fait partie des forces populistes, mais dans notre pays, comme d'ailleurs dans la plupart des démocraties, on ne peut plus dire que ces forces populistes sont un accident. Elles sont ancrées très profondément, et dans l'électorat et dans le paysage politique. Il y a les affaires, il y a l'homme François Fillon, et puis il y a le programme. Est-ce que vous pensez, Nicolas Bavrez, qu'à partir d'un certain moment, il peut y avoir une bascule, un moment, vraiment un déclic, à partir duquel, malgré les affaires, malgré le souffle de cette déflagration politique, eh bien cet électorat va consolider son candidat d'abord pour porter son programme plus important que la personnalité et le trouble introduit par ces affaires. Non mais si vous voulez, si on revient un peu sur le fond, ce qui est frappant quand même, c'est que cette élection, elle est fondamentale et décisive. D'abord pour la France, parce que c'est sans doute la dernière occasion de la réformer de manière pacifique et démocratique. Mais quand on regarde autour de nous, elle est aussi fondamentale parce que l'Europe va très mal après le Brexit, est soumise aux attaques de Donald Trump, et le monde démocratique lui-même est soumis au choc de l'élection de Donald Trump et au fait que les États-Unis, qui étaient un peu la clé de voûte de l'Occident, ont basculé dans un cours à la fois nationaliste, protectionniste et xénophobe qu'on n'attendait pas et qui disloque les cadres et les règles du monde. Donc c'est un monde qui est extrêmement dangereux et volatile. Donc c'est de ceci qu'il faut absolument parler. Et moi, ce qui me paraît aujourd'hui extrêmement dommageable, c'est que cette campagne, elle est en train de devenir une forme de reality show. Et on n'a pas du tout besoin de ça. On a besoin, si on veut arriver à
avancer notre pays et à le réformer. On a besoin de ce qui s'est passé dans d'autres pays, c'est-à-dire d'un débat de fond sur nos problèmes pour essayer de trouver une solution. Et nos problèmes, ils sont bien perçus, j'allais dire, bien documentés, en France comme à l'étranger. Donc on a un problème majeur de production et de compétitivité, voire le déficit du commerce extérieur. On a un problème énorme de chômage, de formation, d'éducation insuffisante. On a un problème énorme de finances publiques et un problème d'une Europe qui aujourd'hui, 60 ans après le traité de Rome, doit se réinventer. Et comment Donc, répondre il serait souhaitable qu'on parle de ceci. À ces mots MAUX, on va parler de ceci et donc sortir du déni français, c'est le titre de vos chroniques. Mais juste encore une question sur le candidat François Fillon, parce que avant que l'affaire n'éclate, on a entendu les ténors de la droite dire à François Fillon « Mets un peu plus de social dans ton programme, affiche davantage ta filiation avec Philippe Séguin ». Je vous parle de cela parce que Philippe Séguin, c'est quelqu'un qui a énormément compté pour vous. Est-ce qu'on manque de cela? Est-ce que la droite aujourd'hui manque de cette fibre sociale qu'il incarnait si bien? C'est pas seulement la fibre sociale. Ce qu'il faut pour arriver à faire repartir notre pays, il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Donc d'un côté, on a la réforme économique et sociale. Il ne faut jamais oublier que la réforme économique, elle est faite pour produire du social. Pourquoi est-ce qu'on fait de la croissance? Pas pour faire de la croissance. On fait de la croissance parce que c'est ce qui permet de distribuer des revenus, de supporter l'État-providence et de rembourser la dette et d'éviter de la reporter sur les générations d'après. Mais il y a l'autre côté qui est la réassurance nationale. Et elle est très très importante à un moment où ça fait partie des phénomènes d'accélération de la crise française. La paix civile, aujourd'hui, est menacée en France. Donc cette réassurance nationale, elle est fondamentale pour le pays, la nation, ses citoyens. Et ce sont ces deux bouts qu'il faut tenir pour arriver à faire repartir notre pays et pour lui redonner une place, un statut, une voix en Europe et dans le monde. On comprend l'urgence, mais vous nous dites 2017, c'est le dernier métro. Si on y monte, le dernier train, si on n'y monte pas, c'est fini, on va droit dans le mur. Pourquoi cette élection en particulier? Qu'est-ce qu'elle a de différent de celle de 2012? Eh bien, elle a deux choses qui sont différentes. Premièrement, l'accélération de la dégradation économique et sociale, qui est très importante. Il suffit de regarder les derniers chiffres, une croissance qui plafonne, 6,6 millions de nos concitoyens au chômage, alors que le chômage a beaucoup baissé partout ailleurs, un déficit public qui continue en réalité à être entre 3,3 et 3,5% du PIB et une dette publique qui va atteindre 100% du PIB l'an prochain. Le tout sur fond de taux d'intérêt qui commencent à remonter. Ça, c'est le côté économique et social. Quand on regarde notre société, la France, et c'est aussi une nouveauté, si je puis dire, en tout cas un phénomène extrêmement malheureux et tragique qui s'est déroulé pendant le quinquennat de François Hollande, la France est le troisième pays le plus touché par les victimes du terrorisme, pour les victimes du terrorisme en dehors des zones de guerre depuis 2015. Nous avons eu 230 morts et près de 800 blessés extrêmement graves. Et puis enfin, nous avons l'environnement extérieur qui s'est beaucoup dégradé, avec deux mouvements inverses, la montée des risques, le djihadisme, les démocratures russes, turques, et par ailleurs la montée du cyber, la bonne face, mais aussi les dangers, la criminalité et les cyberattaques. Et en face de ces risques, nous avions des cadres qui étaient fournis par les États-Unis et par l'Europe. Et ces cadres, ces règles ont été profondément ébranlées. Donc, c'est pour ces trois raisons qu'on est à un moment décisif. D'abord, la crise économique et sociale est maintenant gravissime. Ensuite, la paix civile est menacée. Et enfin, nous avons un changement de nature et d'intensité des risques. Et par ailleurs, les moyens de les gérer qui se sont fissurés ou ébranlés. Donc en 2017, on ne choisit pas seulement un homme ou une femme, on choisit vraiment un destin, mais presque même un moment dans l'histoire. C'est un scrutin historique qui ressemble un peu à celui de 58. D'une certaine manière, c'est pour ça que le général de Gaulle avait voulu l'élection présidentielle, c'est que les Français vont vraiment décider de leur destin, de celui de leur famille et de celui du pays, et avec des conséquences qui vont être beaucoup plus durables que sur un quinquennat. Ils doivent le faire en conscience. Sur quels critères, selon vous, Nicolas Beauvray? Je vous pose la question parce qu'il y a quelques instants, avec Bruno Roger-Petit et Olivier Babou, ils ont mis en évidence le rêve, l'espérance. Évidemment que c'est important dans une campagne. Mais si vous voulez, on sort d'un quinquennat qui était censé réenchanter le rêve français. On voit où on est arrivé. Donc aujourd'hui,
Je crois que dans la dureté, la dangerosité de ce monde, il faut être clair. L'enjeu, c'est la réforme contre le populisme. Ça, et finalement, tout le monde attend que la France soit le prochain domino qui tombe après le Royaume-Uni et les États-Unis. Et si nous arrivons précisément à donner un coup d'arrêt au populisme, le regard que le monde peut jeter sur la France, mais aussi sur l'Europe, peut changer énormément. C'est pour ça que nous avons en même temps une chance exceptionnelle à saisir. Et puis la deuxième chose qui est liée, c'est que la clé, ça va être la lutte entre la raison ou les passions collectives et les emballements démagogiques. Donc, c'est vrai que dans un pays qui a déjà 57,5% du PIB de dépenses publiques, si on veut rajouter un revenu universel... Quelles sont ces passions démagogiques Les passions démagogiques, il y en a de deux types, ce que j'ai décrites tout à l'heure, c'est-à-dire le populisme d'extrême gauche, autour de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon, donc une vision un peu... presque chaviste de l'économie et de la société, donc on voit ce que ça donne au Venezuela, et de l'autre côté, le Front National, qui, je le répète, est à la fois un nationalisme extrême, avec un côté xénophobe, voire raciste, tout à fait assumé et extrêmement dangereux à mon avis, et par ailleurs, un côté de socialisme extrême. C'est un vrai parti national-socialiste. Socialiste extrême, parce que si on regarde... attention à ces mots à coller, oui. Oui, c'est la définition. Oui. Quand on prend le programme, voilà, effectivement. Et quand on regarde un programme qui est plus étatique, plus redistributif, plus hostile au capitalisme, à l'entreprise, à l'euro et à l'économie de marché que ce qu'a pu faire François Hollande, ça s'appelle bien du socialisme extrême. Vous avez dit tout à l'heure, il faut être clair. S'il y a vraiment une chose qu'on ne peut pas vous reprocher, Nicolas Boré, c'est votre clarté et votre cohérence. Livre après livre. Alors, certains vont dire que c'est une obsession du déclin français, mais quand on lit bien vos chroniques, ce que j'ai fait, toutes ces chroniques du Point, on voit presque ce que c'est l'inverse. Vous ne cessez de mettre en avant, en fait, nos atouts, nos forces. Et en réalité, vous êtes très dur d'abord avec les responsables politiques parce que vous estimez qu'ils sont en retard par rapport à nous, à la société, aux citoyens. Bien sûr. Et surtout, ils se sont coupés du réel, ils se sont coupés des citoyens. Le scandale français, c'est d'arriver à cette situation avec les atouts dont dispose ce pays. On a à la fois une main-d'œuvre dont une partie est très compétente, il y a des talents extraordinaires, des entrepreneurs, des cerveaux. Cédric Villani, des médailles Fields. Nous avons des gens extraordinaires. D'ailleurs, les 2,5 millions de Français qui sont à l'étranger réussissent généralement superbement. Mais nous avons aussi de l'épargne. Nous avons des pôles d'excellence dans le secteur public, dans le secteur privé, d'excellentes infrastructures. Nous avons une diplomatie, une armée qui est performante. Nous avons une civilisation, une culture, un mode de vie. C'est terrible avec tout cela d'être dans le constat que vous avez décrit tout à l'heure. Et par ailleurs, on a en matière économique des leaders qui sont plutôt bien positionnés sur ce qui va générer la croissance du XXIe siècle. Les classes moyennes du Sud, le décollage de l'Afrique, l'environnement, l'économie de la connaissance, les seniors. Donc pourquoi est-ce qu'on stérilise tout ça au lieu de le valoriser? Pourquoi? Est-ce que ce qui manque, ce n'est pas, je sais que c'est un grand mot, mais quand même c'est important, une vision? Je pense à j'ai cité tout à l'heure Philippe Séguin, je vais citer tout à fait dans un autre domaine quelqu'un que vous admirez, et on peut dire qu'il a senti vraiment les grands bouleversements du XXe siècle, c'est Raymond Aron. Quand on sent les choses, c'est ce qui manque aujourd'hui à ces responsables politiques, toute proportion gardée. Il ne s'agit pas de comparer là, mais c'est d'imaginer l'avenir, la suite, de tracer ce cap. Alors il y a le cap, il manque le cap, la vision et la cohérence. C'est Clémenceau qui disait qu'en politique, il faut savoir ce que l'on veut. Une fois qu'on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Et une fois qu'on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. Et c'est vrai qu'on a un déficit de vision. On a aussi un énorme décalage entre ce que les dirigeants pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et il suffit de voir les déclarations entre Paris et Bruxelles ou entre la France et quand ils sont à l'étranger. Ça n'a plus rien à voir. Et ça n'est plus possible. Dans le monde tel qu'on est, il faut absolument arriver à réunir ça. Et il faut donc avoir un leadership fort, un vrai projet et un mandat des citoyens. Et pour ça, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je n'ai peut-être, comme vous l'indiquiez en souriant, tant d'écrits et tant de nuits blanches pour arriver à un résultat aussi lamentable, vous avez raison de dire que je n'ai pas été beaucoup plus efficace que la plupart de nos dirigeants. Mais en réalité, je crois quand même que ce n'est pas un travail et un engagement
entièrement perdu parce que les Français bougent. Et on le voit, les mentalités bougent. Et c'est pour ça qu'on va avoir cette espèce de lutte extrêmement forte dans cette élection entre la raison et la réforme, les passions et les emballements, et les emballements démagogiques. Les Français, ils ont bougé. Ils sont toujours très attachés à la famille, ils ont bougé sur l'entreprise, ils ont bougé sur le travail, ils ont bougé sur la nécessité de baisser les impôts et les dépenses publiques. Et sur l'Europe, c'est intéressant, comme dans beaucoup ils sont certes déçus par l'Europe, mais en même temps, ils disent qu'elle doit faire plus en matière de sécurité, et c'est tout à fait juste. Et quand, par exemple, je cite Emmanuel Macron en parle dans les meetings, certains applaudissent l'Europe. C'est quand même assez rare pour être souligné. Mais là encore, regardez la conjoncture que nous avons. Aujourd'hui, alors que donc, les Britanniques sont dans leur embardée, le Brexit va les occuper pendant 10 ans, ils ne feront rien d'autre et ça va leur coûter extrêmement cher. L'épisode Trump, on a des États-Unis qui font une relance massive sur une économie en plein emploi. C'est absurde, ça va créer de la bulle qui ruine les traités de libre-échange, les alliances, les institutions multilatérales qu'eux-mêmes ont inventées. L'Europe, elle a des acquis fondamentaux. Elle a, premièrement, le grand marché, c'est formidable, 500 millions d'habitants, elle a ensuite la monnaie unique, elle a également un état de droit qui tient. Si vous rajoutez à ça de la sécurité, c'est-à-dire une union pour la sécurité qui est capable de lutter contre le terrorisme, de protéger les infrastructures essentielles et de contrôler les frontières, eh bien, vous verrez que c'est un des meilleurs environnements qu'on puisse trouver dans le monde pour créer des richesses, pour créer des emplois, pour faire de l'éducation de haut niveau. Pour imaginer, porter et ancrer cette Europe, et d'abord à trouver, vous l'avez dit, 2017, donc année historique. Le projet, l'engagement des citoyens. Et il ne faut citoyens. pas rater la marche de l'histoire cette fois-ci. Merci beaucoup, Nicolas Bavray. Je rappelle le titre de votre livre, Chronique du déni français. Un constat, il est vrai, sévère, mais vraiment un appel au sursaut et la mise en valeur de beaucoup de nos atouts et de nos forces ici en France et en Europe. Merci à vous, c'est chez Albin Michel. Merci. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, à suivre, ce sont les moments choisis sur notre antenne Public Sénat. Je suis candidat parce que je propose une rupture solide, sérieuse, réaliste. C'est ça l'enjeu. Alors arrêtons de faire des épouvantails à moineaux. La première chose à faire, c'est se débarrasser de ceux qui ont gouverné depuis 20 ans, qui nous ont fait tant de mal au pays. Le dégagisme. Non mais le dégagisme, c'est une évidence, les Français n'en veulent plus. D'ailleurs, Hollande, Sarkozy, Juppé, Valls, bientôt Fillon, les Français ne veulent plus de cette génération qui a menti au pays. Ils ne veulent plus de la génération ou ils ne veulent plus des candidats qui avaient été déjà candidats les autres années. Monsieur Dupont-Aignan, vous avez été candidat en 2012. Non, ils ne veulent plus des gens qui ont gouverné, qui les ont ruinés. Parce que c'est ça la réalité. Mais vous avez été nous sommes le seul pays au monde. À un moment, jamais, quand même. jamais. Moi, j'ai renoncé. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui font passer leurs convictions avant leur carrière. Les Français ont entendu dire que vous ne payez pas d'impôts ou en tout cas que vous n'en payez pas assez. Alors en ce jour, ils viennent de payer leur premier tiers provisionnel, et vous aussi, je suppose. Pourrais-je vous demander de vous expliquer là-dessus autrement que par un communiqué pas toujours très clair? Volontiers. Parmi les attaques qui ont été portées contre moi depuis 2 mois environ, l'attaque principale a porté sur ma situation fiscale. Il m'a d'abord été reproché de ne pas payer assez d'impôts. Les présidents d'Assemblée, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou avant la guerre de la Chambre des députés, disposent, pour faire face à leurs charges de fonction, d'une indemnité. Et cette indemnité, depuis une décision ministérielle de 1929, j'avais 14 ans, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. J'ai donc suivi la loi de tous. C'est un ami qui est plutôt très macroniste, qui m'a raconté il y a 2 jours avoir regardé derrière son téléviseur le meeting de Lyon et s'être endormi au bout de 10 minutes.
voilà, c'est une anecdote qui reflète ce qu'est Emmanuel Macron, c'est-à-dire un joli coup de com', hein, je monte sur une pyramide lumineuse au milieu d'un gymnase. Bon, mais la politique, c'est pas savoir combien je mets de fidèles dans un lieu pour voir de la télé-évangélie, ou bien de savoir finalement, regardez-moi, aimez-moi. Tout ça, c'est gentillet. Mais moi, j'aimerais savoir à qui on confie les clés du camion de la 5e puissance du monde. Voilà, on parle juste de la France. Le village d'Azokangudo vit au rythme du soleil, sans électricité ni eau potable. Dans ces conditions, la moitié des enfants meurent avant leur premier anniversaire. Fixe, repos, garde-vous, marquez les pas. Gauche, 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 en avant, marche, 1, 2. 3, 3. Le Bénin est surnommé l'enfant malade de l'Afrique. Sur ses 10 millions d'habitants, les 2 tiers n'ont pas accès à l'électricité. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Demain, votre rendez-vous matinal, c'est Territoire d'Info. Je vous retrouve avec plaisir en début de semaine. Lundi, c'est reparti pour aller plus loin. 1h30 de débat et de décryptage. Belle fin de soirée à vous.